Je pense que tout le monde est installé. Nous allons pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre 7e Junia Alumni Day, qui, comme vous le savez, est notre événement phare de l'année. Je m'appelle Anne Baumeister et je suis enchantée d'animer cette matinée. J'ai envie de dire une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première et vraiment, je suis ravie d'être avec vous. L'an dernier, pandémie oblige, nous étions dans un format 100% numérique, qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Résultat, aujourd'hui, nous sommes ici avec vous, dans cet amphithéâtre, mais nous avons également choisi d'être présents en mode virtuel. Bienvenue donc à tous ceux qui nous suivent derrière leur écran. Comme lors des précédentes éditions, notre matinée se déroule autour d'une thématique. Cette année, l'équipe organisatrice a choisi la transition écologique et plus précisément les défis de la transition écologique, comment préparer un monde et une société durable. Et je laisse immédiatement Christophe Guilherme, président de Junia Alumni, vous expliquer les raisons de cet excellent choix. Christophe. Bonjour à tous, un grand merci Anne. Et effectivement, ça fait plaisir de se retrouver pour la 6e, 7e année, pour cet événement annuel du réseau qui cette année est devenu le Junia Alumni Day. Et on est très heureux d'accueillir les alumni ICEN, ISA et HEI pour cette très belle journée qui démarre sur la transition écologique. Alors, notre réseau Junia Alumni, petit rappel avec quelques chiffres, c'est un réseau de 25 000 diplômés, 5 000 étudiants sur les campus de Lille, Châteauroux, Bordeaux et maintenant également Rabat. C'est un réseau professionnel animé par 4 salariés qui portent 2 des piliers stratégiques qui sont faire se rencontrer les alumni et accompagner tout au long de la carrière, en sachant que les administrateurs élus du réseau portent, eux, le 3e pilier stratégique qui est accompagner l'école dans la gouvernance de Junia. 200 événements par an, du networking, des workshops, des visites, des ateliers carrière et 8 clubs professionnels. Notre réseau est actif avec et pour tous les alumni, qu'ils soient étudiants ou diplômés. Et merci à tous pour votre participation active à la vie du réseau au quotidien. Votre présence aujourd'hui derrière les écrans ou sur place ici à Lille en est la meilleure preuve. Un grand merci à tous. Pour revenir sur le Junia Alumni Day, le thème de la transition, l'année dernière, pour nous, c'était une évidence. Et on a du coup déployé et construit un programme en ce sens. Pour Marie Grosso, donc la diplômée qui est la copilote du projet, c'est maintenant un métier. Tout évolue, hein, Marie. Pour Junia, l'école des transitions, c'est une déclinaison au quotidien. Et Franck Chauvin nous en parlera tout à l'heure. Comment cette école des transitions se développe et travaille sur le sujet avec les formats hybrides et les diplômes que nous avons dans tous les domaines qui participent à l'accompagnement de la transition écologique et sociétale. Les ateliers de ce matin se prolongeront cet après-midi, notamment en distanciel pour ceux qui n'avaient pas pu être présents. Merci à tous pour votre participation et c'est une très belle preuve de l'intérêt que l'on peut avoir tous pour la transition en amont de la conférence avec Philippe. On a le plaisir également de vous annoncer le lancement d'un nouveau groupe professionnel dans les jours qui viennent. Ce groupe s'appellera la transition énergétique et écologique. Il sera animé par Marie Grosso, Bertrand Coupé, donc HEI 2007, Julien Leclève, HEI 2021. Donc merci aux jeunes diplômés et aux étudiants de s'impliquer ainsi dans la vie du réseau et dans ces sujets de la transition. Et Pauline Leroux, ISA 2011. Je vous encourage à participer à ce groupe professionnel, à y travailler pour échanger, partager des pratiques et des aspirations sur ce thème. Un autre club professionnel est en cours de lancement. Il s'agit du club Agriculture de demain. Il démarre le 21 octobre prochain avec une conférence de Christophe Dequitte sur le voyage au cœur d'une agriculture en ébullition. Ce groupe professionnel que nous lançons officiellement aujourd'hui sera piloté par Caroline Acco, ISA 2005, Claire Grasset, ISA 2009, Pauline Leroux, ISA 2011, Stéphane Brabant, ISA 96 et Romain Dromeau, ISA 2005. Merci à tous ces diplômés de s'impliquer dans la réussite de ce projet et merci à tous pour votre future participation active à ces différents groupes professionnels d'échange. Je profite de ce moment pour remercier
évidemment Marie Grosso et Marie Régnier, les deux copilotes organisatrices de cet événement. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est du boulot, du stress, malgré le fait qu'on ait maintenant un peu l'habitude de cet événement. Il y a toujours des nouveaux aléas chaque année, donc ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, voilà, bravo pour l'implication, la réactivité et l'agilité. Évidemment, Angélique, Anne, Agathe Desséry et Manon Saillard, le reste de l'équipe qui a permis de travailler sur la réalisation de ce bel événement en mode hybride, ainsi que Anne Baumester, toujours fidèle et présente et pertinente dans l'animation de cette journée, et on est toujours très content de la construire avec toi. Merci. Ça nous fait un fil rouge et en tout cas un autre point de rassurance sur l'organisation de cette journée. Merci également aux équipes de l'école, à Thierry Ocre, les équipes techniques et informatiques, l'équipe communication, Franck Chauvin et l'équipe transition de Junia, Xavier Leprince, vice-président de Junia. Donc, Xavier, ça fait 4 jours qu'on est ensemble. Donc, on a fait 2 jours de séminaire bureau Junia Alumni de travail mercredi et jeudi. On a fait hier l'Assemblée Générale Junia et le retour des commissions sur différents sujets. Et aujourd'hui, le Junia Alumni Day. Donc, bon, promis, demain, on n'est pas ensemble, dimanche. Voilà. En tout cas, merci de ta présence fidèle et merci de ton implication. Voilà, c'est un message fort aussi de soutien de l'école et c'est important dans ces moments et dans ces phases où on échange, où on travaille, où on fait des choses ensemble. Bien évidemment, merci à tous les animateurs des ateliers ce matin. Nathalie Lévy, Damien Grosso, les étudiants de l'atelier The Big Conf, Océane Potier, Julien Leclève, Axel Fèvre et Victoria Armani. Merci également à Marie Stankoviak et Thomas Guézel, ISA 2007, qui cet après-midi sont les guides de nos visites sur des sujets toujours autour du thème de la transition. Merci enfin à Philippe de Sertine d'avoir accepté d'être notre grand témoin aujourd'hui. Merci pour la réactivité, pour l'agilité. Et voilà, ça fait plaisir. Et merci d'avoir un peu abandonné ce voyage prévu au Havre. En tout cas, un grand merci d'être présent ce matin avec nous. Et ce sera très enrichissant pour nous tous. Je n'en doute pas. Je vous souhaite une belle continuation de ce Junia Alumni Day. Je passe la main à Frédéric Motte et je profite d'ailleurs pour remercier Frédéric et la région qui est toujours à nos côtés depuis plusieurs années et fidèle à notre événement. Un grand merci pour l'implication et la participation de la région à notre journée. Je crois qu'on peut remercier ou applaudir en tout cas toutes les personnes présentes ici qui nous ont aidés à participer à cet événement. Merci beaucoup Christophe. Alors effectivement, on ne peut pas parler de transition écologique dans les Hauts-de-France sans évoquer la mission REF 3, cette dynamique collective qui vise à faire de notre territoire l'une des régions européennes les plus avancées en matière de transition écologique et de technologie numérique. Et c'est donc avec plaisir que je laisse la parole à Frédéric Motte, le président de la mission REF 3. Merci. Merci à vous tous de m'accorder quelques minutes. J'ai une vie d'entrepreneur, mais d'entrepreneur engagé, parce que j'estime que nous, acteurs de l'économie, on doit s'engager dans le monde politique. Et quand Xavier Bertrand m'a dit « Viens avec moi dans mon équipe », parce que j'ai un challenge qui peut paraître impossible à relever, mais on va le relever ensemble, c'est celui de réussir la transition économique et écologique de notre territoire. J'ai dit banco. J'ai dit banco parce que j'identifie, moi, 3 transitions. La première, bien évidemment, elle est climatique et environnementale, elle s'impose à nous. La deuxième, elle est technologique. On est en train de tout bouleverser, de réinventer tous nos modèles. Et donc, ce sont des opportunités. La troisième, elle est sociétale. Ça ouvre le champ des possibles. Comment est-ce que je consomme, je me déplace, je me loge, je me distrais, je me nourris. Et donc, face à ça, on s'est dit, pour nous, ce sont des opportunités, des ambitions. Et autour de REF 3, en fait, ce n'est pas une politique de plus, ce n'est pas une politique nationale ou un schéma. En fait, ça veut être tout simplement l'étendard de nos ambitions et puis le catalyseur de nos actions pour réussir cet enjeu de la transition, mais de la décarbonation, puisque la finalité, bien évidemment, c'est d'aller à une décarbonation de notre économie. Alors, tout ça, ça doit contribuer à un territoire qui soit plus agréable. Ce sont autant d'opportunités, c'est de l'emploi, on veut surtout insister là-dessus, et puis ça doit permettre d'avoir une région qui soit plus durable et plus solidaire. Je voudrais identifier, d'abord, vous évoquez 2 certitudes, et puis après, 5 défis.
Deux certitudes. La première, c'est que toute cette ambition, ces actions, ça ne passera prioritairement et ça ne réussira que par des actions sur le terrain. C'est sur le terrain, dans les territoires, que nous allons le réussir. La deuxième chose, c'est que ça va être je dis toujours, cette transition, elle est sur deux jambes. La première jambe, et là vous êtes en première loge, les premiers acteurs, c'est la transition technologique qui ouvre un champ des possibles absolument incroyable, toute cette révolution à laquelle nous assistons, qui va nous permettre de relever ces défis. Mais il y a aussi une deuxième jambe. La deuxième jambe, c'est évidemment, ce sont nos comportements. Et très clairement, c'est vous, moi, avec notre carte bleue, avec nos façons de vivre, où nous pouvons aussi amplifier et accélérer. 5 défis que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est celui du temps. Le temps qui passe, et là-haut ça chauffe, donc il faut aller vite. Le temps nécessaire, parce que chaque projet c'est souvent long, le temps de développer une technologie, de la mettre en œuvre, etc. Et puis le temps aussi, parce que si on ne bouge pas, il est pris par des extrêmes avec des discours parfois démagogiques et contre-productifs. Le deuxième défi que nous aurons à relever, c'est celui de l'argent. Tout ça, ça va coûter extrêmement cher. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de la décroissance, mais j'y reviendrai, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent et il faudra que nos politiques aient le courage de bien serrer tout ça. Le troisième défi, il est tout aussi crucial, c'est celui de la massification. Je passe mes journées dans la région à avoir des initiatives, on en parlait encore un instant, des initiatives absolument extraordinaires, mais qui sont souvent inimaginées par un petit collectif ou dans un territoire. Maintenant, notre défi, c'est comment on transforme ça pour les industrialiser, dans le bon sens du terme, pour que véritablement, c'est un impact sur ce qui est en train de se passer là-haut. Le quatrième point, alors il s'adresse plutôt aux élus, qui sont les principaux actionnaires de ce levier-là, c'est d'avoir du courage. Parce qu'il va falloir faire sauter des comportements, il va falloir faire sauter des verrous administratifs, des réglementations ubuesques, parce que sinon on n'y arrivera pas pour aller plus vite, plus fort et plus loin. Et puis le cinquième défi, c'est celui de l'appropriation citoyenne. On ne gagnera pas ce défi des transitions et de la décarbonation si on reste entre nous. Comment Mme Michu et M. Dupont dans la rue, ils intègrent cette ambition-là, ils en font un mode de vie. Pour ça, on va s'appuyer sur 4 piliers. Le premier, ce sont les collectivités. Elles sont au plus près du terrain. C'est elles qui vont pouvoir nous aider. Moi, je vois très clairement pour elles l'opportunité, avec cette ambition REV 3, d'en faire un projet de territoire, un fil rouge de leur action. Le deuxième, ce sont les entreprises. Il faut absolument qu'on arrive à réconcilier écologie, économie et emploi. Et avec les évolutions technologiques, on est les acteurs. Le troisième pilier, c'est le monde de l'enseignement. On ne peut pas être mieux placé qu'ici pour en parler. C'est évidemment former les jeunes de demain, former les salariés qui vont voir les modes de production avancer, donc que ce soit aussi bien dans les sciences technologiques, mais aussi dans les sciences humaines et sociales, de créer les passerelles avec le monde de l'entreprise, et puis bien évidemment tous les enjeux d'innovation. Le quatrième pilier, c'est le citoyen. Je vous parlais de comportement, je vous parlais de mobilisation citoyenne. C'est comment l'électeur, le consommateur, les parents, les jeunes, l'électeur, eh bien, il fait bouger les lignes. Alors tout ça, c'est bien sur le papier. Maintenant, il faut passer à l'action. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Vous êtes en première ligne, j'ai envie de vous dire, on compte sur vous. Vous pouvez compter sur notre mobilisation, mais on a besoin de vous, et tout particulièrement des jeunes, parce qu'il va falloir mettre tout ça en œuvre, il va falloir se mobiliser, il va falloir se redresser les manches. Pour un certain nombre d'acteurs, c'est de vendre de la peur, c'est du repli sur soi, c'est éventuellement cette décroissance qui est pour moi la négation de la créativité infinie de l'homme, des milliers d'années qui nous ont permis d'être ce que nous sommes. Et donc, il ne faut surtout pas se replier sur tout ça. Pour moi, la transition écologique, c'est une véritable opportunité de révéler les talents, de mobiliser, de s'engager. C'est une mobilisation, c'est une opportunité de créer un monde meilleur, de redonner une espérance à notre jeunesse, à notre population et de, évidemment, sauver notre planète. Voilà ce qui me mobilise à 200% tous les jours en tant qu'élu régional, mais je n'y arriverai pas tout seul. On a besoin de tous ces piliers, de tous ces acteurs. Donc, bien évidemment, on compte aussi sur vous. Bonne conférence et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Motte. En tout cas, on sent votre enthousiasme dans votre prise de parole. Alors, avant d'accueillir notre conférencier, je vous propose d'écouter Franck Chauvin, responsable RSE, nous expliquer en quelques mots la politique RSE de l'école. On l'accueille. Bonjour. Alors, je vais vous laisser prendre le micro. Voilà. Merci à vous.
Merci beaucoup. Mais Voilà. merci pour le. Il va vous l'expliquer, vous allez voir. Oui, je vais vous expliquer tout un tas de choses en peu de temps. Merci pour l'invitation. Bravo aux alumni d'avoir choisi ce thème, effectivement, en plein dans l'actualité. Et puis, il y a plein de choses qui ont été dites auxquelles on adhère, évidemment, avec Frédéric Motte. Donc, je vais juste vous présenter un décrochage un peu local, voir comment nous, on applique ça au quotidien. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. On va dire l'implication des principes de développement durable dans nos processus. Et donc, une façon de faire transition au quotidien. Alors, donc, moi, je m'appelle Franck Chauvin, je suis ISA 98 pour la petite anecdote des alumni. Il doit être à jour de ma cotisation, normalement. Donc voilà. Impec. Alors, plutôt que peut-être un long discours, on a une petite vidéo qui fait vraiment 180 secondes. Des fois, on annonce 180 secondes, ça ne dure pas 180 secondes, et celle-ci, elle fait vraiment 3 minutes. Donc, on va vous la présenter pour démarrer. Puis après, je rebondirai un peu dessus, si c'est OK pour vous. Alors, donc, c'est parti. Normalement, dans 180 secondes, vous serez déjà plus riche que maintenant sur ce qu'on fait. Et puis après, je vous l'explicite. Chers apprenants, collaborateurs, alumni, partenaires, fournisseurs, visiteurs, voisins, chères parties prenantes, vous êtes à 180 secondes d'en savoir plus sur la politique RSE déployée à l'échelle de Junia. Vous nous suivez? Junia rassemble les 3 composantes d'HEI, de l'ISA et de l'ICEN et se positionne comme la grande école des transitions. Elle se situe au cœur de l'Université catholique de Lille, dans les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, ce territoire est en mouvement sur ces questions de transition, notamment via la dynamique collective REV 3. En parlant de grande transition, on en a identifié 4. Et pour la partie école, c'est notre métier depuis 1885. Fidèle à nos valeurs, notre mission consiste à former et accompagner les innovateurs de demain, faisant face à ces défis et en veillant à faire grandir en chacun à la fois le professionnel et le citoyen. Comprennent le problème par l'urgence climatique, par les limites planétaires, par les 17 ODD de l'agenda 2030 de l'ONU, par les attentes fortes de nos parties prenantes sur les questions du large spectre de la durabilité, l'objectif de notre politique RSE est clair: prendre notre part de responsabilité au sens large. La démarche est ambitieuse et nous l'avons intitulée Résonance 1.5. Résonance comme RSE, et pour faire résonner, faire écho aux 17 ODD dans tous nos processus, toute notre organisation. 1.5 pour souligner notre engagement à répondre par nos actions et nos choix à l'urgence climatique. Pour ça, notre démarche est construite sur la base du référentiel des DRS, déployé par la Conférence des grandes écoles et qui est lui-même inspiré de l'ISO 26000. Et oui, c'est du sérieux. Nous avons croisé les attentes de nos parties prenantes et les enjeux que nous souhaitions traiter, et ça nous a permis d'identifier 12 axes stratégiques RSE. Il repose sur les 3 piliers classiques du développement durable et contribue aux 17 ODD onusiens. Si on zoome sur chacun de ces 3 piliers, le premier rassemble nos actions autour du mieux vivre ensemble. Il s'agit là de continuer à créer de la valeur, mais en assurant le développement d'un modèle sain, sûr, qualitatif, solidaire, inclusif et bienveillant, soucieux de l'évolution de chacun et de chacune. Le deuxième pilier rassemble nos actions qui consistent à moins impacter ensemble. Donc réduire nos impacts environnementaux en matière de mobilité, d'économie circulaire, de gestion de l'eau, d'énergie, de climat, de qualité de l'air et de biodiversité. Sur ce pilier-là en particulier, notre action est formalisée via plusieurs référentiels comme l'ISO 14001, le BREEAM ou Biodiversity. Enfin, le troisième pilier rassemble nos actions qui nous poussent à nous développer ensemble, en soutenant une politique de recherche et d'innovation responsable, en ouvrant nos démonstrateurs, en facilitant l'entrepreneuriat social et solidaire, en optimisant notre ancrage territorial, en privilégiant les achats durables et en formant aux enjeux de durabilité. Seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Aussi, nous sommes heureux d'animer et de dépendre de plusieurs collectifs et réseaux. Fort de quelques prix et distinctions obtenus jusqu'ici, nos plus grandes victoires sont celles encore à venir, pour contribuer à faire de notre campus un démonstrateur, par son immobilier bien sûr, mais aussi par l'expérience utilisateur qu'il offre ou offrira en termes de durabilité et de responsabilité sociétale. Alors, chères parties prenantes, à votre disposition et écoute, afin qu'au sein de la fabrique des futurs souhaitables, toutes et tous, nous puissions nous investir dans la préservation des biens communs. Merci à vous. Alors, du coup, c'était donc c'est un peu speed, c'est un peu mode Antoine Decaune, rapido. On aime bien ce style-là, nous. Et c'était pour tenir les 180 secondes. Peut-être en déclinant, donc la RSE, en 2 mots pour nous, c'est donc l'intégration des principes de développement durable, donc de ce rapprochement entre l'économique, l'environnemental et le social au sein de tous nos métiers.
Ça, c'est notre ambition au sein de l'équipe, pour améliorer nos impacts au sens large, pour chercher à répondre aux attentes de nos parties prenantes. Donc les fameuses parties prenantes, notamment chez nous, c'est les étudiants qui arrivent surmotivés sur ces questions de société, de justice sociale, de climat, et donc à qui on doit répondre à la hauteur de leurs aspirations. Ça peut être la gouvernance. On était hier effectivement en déclinaison stratégique de nos orientations, et il y a une commission développement durable qui œuvre. Et ce développement durable, il relie tous nos métiers. Hein. Les 50 spécialités des trois entités ont des critères de durabilité en plein dans leur axe. Et puis donc on a choisi un cadre, nous, plutôt tourné vers les ODD, donc les objectifs de développement durable de l'ONU, pour cadrer tout ça, puisque la RSE, c'est assez multiple, c'est assez polymorphe, et l'objectif, c'est de faire quelque chose de cousu main qui nous ressemble. Donc c'est le cadre qu'on a choisi pour exprimer ces aspirations. Vous dire qu'on n'a pas démarré récemment, on reprend des choses historiquement. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on fait de la RSE longtemps. HEI, la Cato, sur ses valeurs humanistes, fait des choses en plein dans ces axes-là depuis très longtemps, mais on les a un peu plus formalisées. Donc il y a des fondations qui sont assez récentes sur nos thématiques, mais qui reprennent des choses plus anciennes. On travaille notamment depuis 2010 sur le référentiel de la conférence des grandes écoles qui décline les principes de l'ISO 26000 pour l'enseignement supérieur. Depuis 2015, on a posé quelques jalons, plutôt c'est des formats d'animation, de rameuter un peu les troupes sur ces questions-là. Et puis depuis 2020, il y a une grande organisation des services dans Junia, vous avez peut-être suivi ça de près ou de loin. On a créé à ce moment-là une vraie équipe RSE, donc on est 4 à se déployer sur ces questions-là. Et donc l'objectif, c'est maintenant d'intégrer dans nos processus vraiment ces questions-là. Pour formaliser un peu cette nouvelle étape, on a lancé un manifeste, on appelle ça une politique, qui a été évoquée dans la vidéo. Donc c'est en février dernier, c'est signé au plus haut niveau de la gouvernance, donc le président du conseil d'administration et la direction générale. Cette politique donc RSE ou résonance, pour faire écho aux principes de développement durable dans nos métiers, c'est aussi un petit clin d'œil à nos spécialités. La résonance, ça a plein d'aspects scientifiques de nos métiers d'ingénieur. Phonétiquement, ça peut faire penser à raisonnable, à des choses comme ça. Au réseau aussi. Les alumni, c'est un beau réseau. Et puis le marqueur 1.5, c'est par rapport au 1,5 degré des accords de Paris sur lesquels on a un peu effectivement une horloge qui tourne pour essayer de respecter ces engagements. Cette politique, donc, on pourra vous la faire passer si vous voulez. On a décliné un peu nos ambitions sur les 3 grands piliers. Mieux vivre ensemble, donc le social, ça peut passer par le sport, l'inclusion, le management bienveillant. Sur le moins impacté ensemble, donc sur les grands piliers, là-dessus, on se raccroche à l'ISO 14001. C'est plutôt un outil qu'une finalité. Ça nous permet d'avoir des rendez-vous. Vous avez peut-être suivi que HEI, par exemple, venait d'être certifié ISO 14001 en juillet dernier. Ça ne veut pas dire qu'on est bon, ça veut dire qu'on continue à s'améliorer sur notre empreinte environnementale. L'ISA l'était depuis 2010, et normalement, l'ICN le sera en juillet prochain si on travaille bien. Et puis sur le volet économique, l'idée, c'est de développer des outils de formation, par exemple pour nos formations intégrées, mais aussi pour la formation tout au long de la vie. Donc un jour, ça pourrait vous concerner, enfin je l'espère. On est en train de développer des outils de formation à la RSE qui seraient donc plutôt de modèles en ligne. On travaille sur une recherche un peu plus orientée responsable, sur la promotion de l'économie sociale et solidaire pour l'entrepreneuriat des étudiants, et puis aussi tout ce qui est achat, nos liens aux fournisseurs, nos liens au quartier, nos liens au territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on travaille sur le carbone qui sont avec l'Université catholique de Lille, puisque c'est bien d'y aller en termes de quartier, de territoire, sur la neutralité carbone par exemple. Voilà, le plan d'action, je ne vous le repasse pas, c'est assez technique, il y a 3 piliers, 12 axes, et l'objectif c'est d'avoir des indicateurs sur chacun de ces axes pour livrer au CA, à la gouvernance, un macro-indicateur peut-être sur chaque pilier. 4 ODD majeurs nous concernent, l'éducation de qualité, ville et gouvernance, ville et territoire durable, lutte contre le dérèglement climatique, et puis la réalisation des partenariats, un partenariat pour la réalisation des objectifs. Il y a tout un champ pour nous qui concerne le projet immobilier. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir le Palais Rameau, peut-être non pas le Palais Rameau, certains démonstrateurs d'agriculture urbaine. Il y a tout un champ de développement, et on a un vrai rendez-vous avec le projet IMO pour que le campus effectivement réponde bien à toutes ces aspirations et porte cette exemplarité. Donc c'est vraiment notre ambition. Et ça passera aussi par des certifications, des labellisations, mais qui sont encore une fois plutôt des alibis ou des aides plutôt que la finalité. La finalité, c'est vraiment que se dire dans 3-4 ans, dire waouh, Junia, c'est ça en termes d'expérience. Campus, c'est durable.
Voilà, pour vous donner des mots-clés de grandes actions qu'on a déjà entamées pour cette année, parce que l'idée de la RSE, c'est d'essayer de se cibler, zoomer, pas se perdre un peu dans cette constellation d'actions possibles. Les grands projets menés cette année, donc une UE, donc une unité d'enseignement développement durable sociétal pour tous les étudiants JUNIA, ça c'est notre ambition, que chaque étudiant JUNIA ait un certain niveau scientifique et un certain niveau en anglais, en français, mais aussi demain en RSE. En conscientisation sur les questions de transition. Un gros sujet sur le numérique responsable, un dossier sur le sport, un dossier sur l'extension progressive de l'ISO 14001, le tri sélectif. On cherche aussi à rentrer dans certains classements du Times Higher Education, THE, sur la notion d'impact et de comment on remplit nos objectifs de développement durable. Donc voilà, il y a un gros sujet sur la mobilité. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, le samedi, c'est un peu plus facile, mais il y a un vrai sujet pour nous ici sur la mobilité. Et puis tout ça, ça s'anime. Donc il y a aussi des actions qui sont moins structurantes, qui sont plus dans l'animation, autour des opérations de solidarité, autour des réseaux. On fait partie de pas mal de réseaux, notamment avec les Alumni for the Planet de façon assez récente, mais en local, le CD2E, le CERD, la conférence des grandes écoles. On mène depuis plusieurs années des rentrées climat. Plus de 1000 étudiants ont suivi la fresque du climat. On fera peut-être faire la gouvernance bientôt. Voilà, pour vous donner quelques mots-clés. Et tout ça, ça se fait avec des étudiants. On est aussi en train de construire un réseau d'étudiants qui sont plus présidents du BDE. Il y a toujours des présidents de BDE, il y a toujours des présidents de bureau des sports, mais aussi un responsable RSE dans les associations, dans les promos, pour nous faire remonter des problèmes, des idées, des suggestions, et être des relais de nos actions, et puis pour les faire ensemble. Voilà, pour vous donner un peu une idée à date, en fait, sur cet escalier un peu de l'amélioration continue qu'on peut trouver en RSE, je dirais qu'en toute objectivité, on se situe un peu là. On n'est pas dans le peloton de tête. On cherche un peu à rattraper. Il y a un peu un groupe étau derrière. On est un peu dans le ventre du peloton et on cherche surtout à être en tête du peloton pour répondre aux attaques. Donc on essaie d'aller un peu vers la performance, de gagner en performance, en crédibilité, en se structurant. C'est une démarche assez récente, mais qui est vraiment volontaire au niveau de la direction et des équipes. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne sais pas, en termes de timing, je l'ai fait un peu en rapido aussi, peut-être, tout va bien. S'il y a des questions, je ne sais pas si on les prend maintenant. Mais non, on les prendra après. Au point, voilà. Ouais, voilà. En tout cas, ravi. Moi, je suis à votre dispo aujourd'hui ou les 364 autres jours de l'année pour reparler RSE avec vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous pouvez le mettre. Hop. Merci beaucoup. Alors effectivement, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Philippe de Sertine. Notre conférencier et professeur d'université, directeur de l'Institut des hautes finances, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, directeur fondateur de la chaire Finagri, président du comité de prospective du comité 21 et auteur, entre autres, du livre Le Grand Basculement, paru cet été aux éditions Robert Laffont. On l'accueille sur scène, on l'applaudit. Bonjour Philippe, donc vous allez nous parler de changement, d'un autre possible, de finances durables, de finances à impact positif. Je pense que ça va être passionnant, donc je vais tout de suite vous laisser la parole. Je fais juste un petit rappel au préalable. Vous pouvez vous poser vos questions sur le chat pendant la conférence et bien évidemment, on prendra le temps d'y répondre après. C'est à vous. Merci Anne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravi d'être parmi vous ce matin. Ravi d'être dans cette école que je connaissais mal, mais je la connaissais mal parce que là, je la vois de l'intérieur. Je vois surtout les jeunes, les moins jeunes et les moins jeunes, enfin que des jeunes, mais avec différents degrés. Évidemment, une école, c'est d'abord les gens qui la composent, et évidemment aussi, c'est ceux qui l'animent. Et merci notamment, Angélique, de cet accueil et de cette prise de connaissance de ce que vous faites et de la manière dont vous vivez au quotidien. Et c'est vrai qu'évidemment, quand on est dans vos locaux, on voit que la question du développement durable, c'est pas seulement la question d'une journée, on voit que c'est en réalité sans arrêt présent, y compris quand vous êtes en train de prendre un café dans l'atrium ou quand vous allez aux toilettes au-dessus, on voit sans arrêt tous ces éléments qui donnent l'idée que le développement durable, c'est bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, du comportement au quotidien. Alors je crois qu'effectivement par rapport à cette journée, si je devais commencer par quelque chose à mon avis qui est peut-être important à avoir à l'esprit, c'est qu'au fond maintenant, on est la fin de l'année 2021, on a dépassé la question de l'alerte. Pendant longtemps, la question de l'alerte était une question cruciale, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas convaincus ou qui disaient « ouais, est-ce que vraiment c'est si grave ?»
là, depuis 1 an, 2 ans, vraiment au niveau de la planète, tout le monde a basculé. C'est-à-dire que l'alerte, ça y est, tout le monde a compris qu'il y avait un problème, et même on a compris ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y avait urgence, et même urgence très forte. Et du coup, on commence à avoir une contrepartie qui est quelque chose qu'il va falloir regarder aussi en face. C'est ce qu'on commence à appeler, on commence même à utiliser un terme, l'éco ou l'écolo-dépression. C'est-à-dire là, j'étais avec, il y a quelques jours, un étudiant ingénieur dans une école parisienne, donc pas chez vous, mais équivalent. Et on parlait des questions de la dette de retraite, etc. Et il me dit froidement, oui, non, mais de toute façon, la retraite ne nous concerne pas, nos générations, puisqu'on sera tous morts. Ouais, et dans la salle, non, les gens, ils n'étaient pas comme vous, ils n'ont pas totalement rigolé en disant, bah oui, il a raison, oui, de toute façon, nous, on s'en fout. Hein. Et là, vous êtes en train de dire, ah oui, quand même. Et oui, en disant, mais non, mais on va dans le mur, il n'y a pas de solution, on voit bien qu'il n'y a pas. Donc, il réussit, il rentre dans une grande école française, il est appelé à une grande destinée à tête professionnelle, personnelle, etc. Il vous dit ça. Il a 22 ans, 21 ans. Donc là, vous dites, il y a un vrai problème. Et il y a un problème d'ailleurs que l'on n'entend pas uniquement que dans les écoles, qu'on entend un peu partout dans la société et qu'on entend maintenant par tous les âges. C'est-à-dire que la notion de dépression, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que d'ailleurs, je dirais, quand vous prenez des jeunes gens encore plus jeunes, qui sont extrêmement sensibles, qui sont des éponges, qui sentent les grands défis de la société, quand ils regardent la télé, quand ils écoutent la radio, quand ils sont sur Internet, quand ils écoutent leurs copains, quand ils sont dans les familles, ils ont le sentiment que oui, on est dans l'impasse, qu'on va dans le mur et qu'effectivement, ça va être, on va dire, la fin de l'humanité. Donc je crois que là, c'est vraiment quelque chose que l'on doit avoir à l'esprit. Et bien sûr, c'est pour ça que quand on est ce matin chez vous, je crois que c'est ça qui est important, c'est de dire, non, on ne va pas dans le mur. On a pris conscience qu'il y a un problème et on est en train de le traiter. Et c'est peut-être autour de ça, justement, que je vais essayer de parler ce matin. C'est en vous disant qu'on ne peut pas être pessimiste. Et souvent, là, donc avec ces jeunes gens, on avait complètement changé. Vous voyez, on devait parler de retraite, donc on avait complètement changé de sujet en disant, je leur disais, mais moi, je suis désolé, je ne vous suis pas parce que je ne suis pas pessimiste. Je suis même optimiste parce que, la prise de conscience, elle est faite. Et donc, moi, je travaille sur ces questions et avec des gens autour de la question environnementale depuis longtemps. Et je le répète, on n'a pas toujours eu ce contexte. Loin s'en faut, y compris au niveau du gouvernement, y compris du point de vue politique. Où pendant longtemps, on avait un ministre de l'écologie ou de la transition, mais parce qu'il fallait, quoi. Et puis après, on disait, OK, back to the real business. Dans les entreprises, on avait, vous voyez, à la fin du rapport annuel, on disait, ah oui, nous, on est vert aussi. Bon, mais en fait, évidemment, il faut qu'on gagne de l'argent par ailleurs, quoi. Donc là, maintenant, il y a eu un vrai changement. Le changement, en effet, c'est que, ça y est, on a compris qu'il fallait y aller. Et pourquoi je suis optimiste ? Parce qu'en face de ça, nous avons, je dirais, un phénomène extraordinaire, là, que par mon métier d'universitaire, j'ai la chance de pouvoir mesurer, de pouvoir représenter. C'est que nous sommes dans une explosion de la science. Explosion de la science comme on n'a probablement jamais connu sur cette terre. Vous voyez, c'est le privilège que j'ai. Moi, je suis économiste, donc vous savez, on dit science molle. C'est vraiment pour dire que c'est science, mais c'est surtout mou, quoi. Mais les sciences dures, les grands patrons de sciences dures du point de vue français, du point de vue mondial, ils vous disent tous, sans exception, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les médecins, etc., ils vous disent, je suis en train de vivre dans ma discipline quelque chose que je ne croyais pas vivre de mon vivant. Mais t'imagines pas comment on est en train de progresser. C'est absolument incroyable. Je dirais, on est dans des travaux, on est dans des avancées, on a des résultats qu'on ne pensait pas, qu'on n'imaginait pas possibles, même à échéance moyenne, même à échéance longue. Je crois vraiment qu'on doit avoir conscience que la science humaine s'est remise en marche avant. Je dis bien remise. Alors je sais bien qu'on va dire, bah oui, mais c'est jamais arrêté. Non, mais il ne faut pas exagérer, la science progresse sans cesse. Non, il y a bien eu une sorte de palier scientifique pendant, on va dire, au moins un demi-siècle, la fin du XXe siècle. C'est-à-dire, en réalité, bien sûr, la science évoluait, mais on n'était pas dans les ruptures scientifiques extraordinaires qu'on avait pu connaître à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, qui ont complètement bouleversé la société humaine. On était dans quelque chose où, d'ailleurs, on gérait. Vous voyez, c'est devenu le grand mot de notre civilisation. Le manager, il gère, quoi. Il gère une situation, il essaie de l'améliorer, l'optimiser, mais fondamentalement, ce n'est pas un rupteur. Il prolonge, continue des choses qu'on connaissait jusqu'à... Nos générations sont empreintes de ça.
Nous sommes tous issus, on va dire, de générations qui avons juste géré, managé, continuer de l'élan, le faire un peu bouger, mais fondamentalement pas faire une rupture extraordinaire. Vous voyez, les générations d'avant, quand il y a eu l'électricité qui arrive, là, vous avez une vraie rupture. Quand vous avez l'essence, le moteur à essence, quand vous avez la machine à vapeur, quand on sort de l'agriculture, qui était l'économie, on va dire 99% de l'économie, et que vous rentrez dans l'ère industrielle, dans ce territoire on connaît bien, là, vous aviez des vraies ruptures. Il ne s'agit pas de gérer, il s'agit de dire comment on va s'adapter à une révolution incroyable. Nous, on n'est pas des révolutionnaires. On est des générations qui sommes issues d'une approche où on était dans une continuité. Pourquoi ? Parce que la science, en fait, elle manageait, elle évoluait, mais elle n'était pas dans la rupture. La science, depuis une vingtaine d'années, est dans la rupture fondamentale. Et je dirais, si on devait illustrer, je vais y revenir à plusieurs reprises, puisque cette actualité, elle est très très forte, c'est l'actualité du virus. Vous me direz, la science, là pour le coup, elle a été dépassée, mais la science, elle a aussi réagi de manière incroyable sur la question du vaccin. Incroyable, avec une rapidité et avec une innovation absolument prodigieuse. À l'échelle mondiale, avec effectivement une réflexion, vous voyez, qui était typiquement dans la rupture, c'est-à-dire des gens qui ont exploré des éléments auxquels on ne pensait pas, ou d'ailleurs auxquels on s'interdisait de penser. J'y reviendrai tout à l'heure. Les grands laboratoires n'ont pas créé la rupture. Ce ne sont que des petites structures qui ont créé la rupture, qui sont en train de devenir d'ailleurs des énormes structures. Vous voyez, il y a 3 ans, Sanofi, le grand laboratoire français, se disait « Tiens, il va peut-être falloir qu'on rachète Moderna. Cette petite boîte nous semble intéressante. » Aujourd'hui, effectivement, ils se disent « Il faudrait qu'on rachète Moderna », sauf que c'est l'inverse maintenant. C'est-à-dire c'est Moderna qui dit « Je pourrais racheter Sanofi ». D'ailleurs, le vrai problème, ou en tout cas, ce qui est le symbole de notre époque, c'est que Moderna, en fait, ils n'y pensent pas. Ils n'ont pas envie de racheter Sanofi parce qu'ils disent, je ne vois pas ce qu'ils vont nous apporter, ces gens-là. Ils sont trop gros. Vous voyez, ils sont trop gros, ils sont beaucoup trop dans le truc du management d'avant. Ils ont managé la logique de Pasteur, quoi, 19e siècle. Mais non, là, on a changé d'époque. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est absolument passionnant. La science est en train de nous apporter la solution. Et je crois qu'il faut le dire sans cesse à nos jeunes. Et vous voyez, c'est terrible, hein. Mais on va dire, en France, il faut peut-être le dire plus qu'ailleurs. Je dis c'est terrible parce que normalement, en France, ça a été, on va dire, pendant des décennies, voire des siècles, l'endroit où la science était quelque chose qui était intégré par l'ensemble de la population. On est le pays des Lumières, quoi, l'endroit où la science a complètement bouleversé la façon d'être. On est le pays qui a donné lieu aux réflexions philosophiques, pays de Comte, quoi. Vous voyez, le gars qui réfléchit, qui dit « Mais oui, c'est la science la solution, c'est la science l'avenir ». Et là, on a l'impression tout d'un coup quand même qu'on a fortement bouleversé notre approche. Quand on évoquait tout à l'heure du point de vue politique les extrêmes en France, bon, il y en a peut-être toujours eu, mais quand même, le principe fondamental qu'on retrouve à chaque fois, c'est de dire non, mais la science pose plus de problèmes qu'elle apporte de solutions. Ça, c'est terrible. C'est évidemment quelque chose d'épouvantable, parce que quand vous dites ça, alors là, pour le coup, vous alimentez le pessimisme noir que peuvent avoir nos jeunes générations. Ici, je suis dans une école où je suis bien persuadé que cette question scientifique, elle est d'abord quelque chose de positif, mais dites-vous bien que vous allez devoir, on va dire, communiquer au restant de l'environnement, à tous ceux de vos générations, en disant la science est la solution, vu le problème auquel nous sommes confrontés. Et voyez peut-être, je dirais, la troisième ou la deuxième raison pour laquelle je suis optimiste. Vous allez me dire, mon introduction est longue, ça c'est mal parti, mais enfin, on est plus que dans l'introduction, on est déjà dans quelque chose qui me semble important. C'est de dire ce qui s'est passé l'année dernière. Ce qui s'est passé l'année dernière, si vous me permettez un oxymore, c'est pour moi une tragédie, évidemment. J'ai perdu quelques copains, j'ai des gens qui ont été malades et qui ont des séquelles. Ça s'appelle évidemment Covid, ça s'appelle la pandémie. Mais c'est une tragédie providentielle par rapport à ce que nous sommes en train d'évoquer. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière du point de vue économique ? Il s'est passé que la planète entière, c'est-à-dire c'est un événement, vous voyez là on parlait de mondialisation en mettant des guillemets, là non, là c'est pas mondialisation, c'est mondialisation évidente. La planète entière a expérimenté ce que jamais on n'aurait pu imaginer expérimenter en termes théoriques. C'est dire on est obligé d'arrêter le système économique. On est obligé d'arrêter le système économique, on n'a pas le choix, on doit le faire. Alors, on ne l'arrête pas complètement. L'agriculture, évidemment, il a fallu continuer à qu'elle fonctionne, parce qu'il fallait continuer à manger. Évidemment, les systèmes de santé, ils ont continué à fonctionner. Un certain nombre d'éléments de production ont dû continuer. Mais globalement, quand même, on arrête le système économique. On voit d'ailleurs, du point de vue environnemental, immédiatement des conséquences. Donc, évidemment, qui doivent aussi alimenter notre réflexion par rapport à là où il faut aller. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on voit juste après ? On voit
on va dire, la planète entière. Les vrais gens, tout à l'heure on disait ça vient du terrain, c'est sur le terrain que ça se passe. Les vrais gens qui inventent un nouveau modèle, qui inventent de chez eux, de leur canapé, de leur cuisine, de leur WC, là où vous pouvez avoir le téléphone, où vous pouvez avoir Internet, c'est pas toujours dans le meilleur endroit de la maison, avec les enfants qui courent, parce qu'effectivement on était en pandémie, on était en bricolage, on était en improvisation complète. En 15 jours, c'est-à-dire grosso modo début du mois d'avril, on voit la planète qui fonctionne différemment. Et ça, vous vous rendez compte, c'est une expérience absolument extraordinaire dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que maintenant, effectivement, il faut être très clair par rapport au diagnostic que nous faisons sur la situation du dérèglement climatique, c'est que nous avons un problème du point de vue humain, c'est que notre système économique provoque le dérèglement climatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez que moi, je suis un tout petit peu mal à l'aise avec les termes qui sont les termes de la journée. Transition, décarbonation. Pour moi, ce sont des termes, vous voyez, donc effectivement, j'ai présidé, alors le CV, quand vous vieillissez, vous voyez les lignes de CV qui augmentent, hein, évidemment, mais donc quand j'ai présidé le comité 21, qu'on a préparé un rapport, j'avais dit, première chose que j'exige, c'est pas qu'il y ait le terme transition, ni dans le titre, ni dans la façon dont on va exprimer les choses. Parce que pour moi, transition, c'est beaucoup trop doux. Transition, vous voyez, c'est dire, ah oui, on va changer quelques trucs. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, en disant, ah ouais, c'est la voiture électrique. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut juste qu'on ait des énergies décarbonées, mais à part ça, tout va bien. Ah oui, non, si tu fais ça, c'est bon, on a sauvé la planète. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On n'est pas dans un truc de transition, on n'est pas dans simplement la question, on continue à fonctionner comme avant, mais décarboné. Non, on est dans quelque chose qui doit être beaucoup, beaucoup plus important que ça. On doit être dans l'invention d'un nouveau modèle économique. Et je le répète, quand on est en train de dire ça, vous dites « Ah, mais il faudra des siècles. » Ah oui, allez, il faudra 30 ans, il faudra 40 ans, et encore. Et là, vous avez eu l'année dernière, 15 jours. 15 jours, les gens sont chez eux, les gens n'ont plus le droit de bouger, et ils inventent un nouveau modèle de fonctionnement. Et là, il faut être très très clair, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que normalement, à l'INSEE, on avait prévu, donc ça c'est aussi notre partie de mon boulot, on avait prévu moins 14% de croissance l'année dernière, enfin, oui, de récession plutôt. Moins 14% de récession, je suis chez les scientifiques, il faut quand même utiliser les bons termes, moins 14% de récession l'année dernière en France, à la fin on a moins 8. Pourquoi ? À cause des mois de mai et juin. Les mois de mai et juin, les gens, ils étaient confinés, mais ils bossaient. Ils avaient réinventé un mode de fonctionnement. On est d'accord, rien prévu, etc. On est d'accord avec vraiment des conséquences très très sensibles en termes de gaz à effet de serre, et des conséquences extrêmement positives. Vous savez que l'année dernière, alors que depuis 1970, le jour de ce qu'on appelle du retournement, c'est-à-dire le jour où on a consommé l'ensemble des ressources terrestres, l'année dernière, pour la première fois depuis 1970, il a reculé d'un mois, c'est-à-dire au niveau mondial. C'est un truc énorme en réalité. Un mois, évidemment, depuis, hop, il est reparti exactement comme avant. Il a recommencé à se dégrader. Mais quand même, il y a eu cette expérience. L'humanité tout entière a expérimenté, à dire, en fait, le changement de modèle, c'est possible. D'ailleurs, on peut même nous le créer. On va contribuer à le faire. Et ce changement de modèle, effectivement, on se rend compte que, il peut avoir des conséquences immédiates, positives, et deux, ça, c'est l'élément primordial par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et l'élément absolument primordial, à mon avis, qu'il faut absolument faire passer, ce n'est pas punitif, un changement de modèle. Ce n'est pas un truc dépressif où vous êtes en train de dire « Ah oui, si on réussit à sauver la planète, nous, on vivra beaucoup, beaucoup moins bien que ceux qui nous ont précédés. » Parce qu'il y a quand même ça implicitement. Quand les personnes âgées vont dire « Ah, mes pauvres enfants, vous ne vivrez pas comme nous. Vous allez être obligés de changer parce qu'effectivement, il y a le dérèglement climatique. » Et alors là, oui, vous n'avez pas de chance. Mais non. Là, ce qu'on a vu quoi ? On a vu qu'on pouvait vivre mieux, que c'était parfois plus agréable de changer de modèle. C'est même tellement plus agréable que ça pose un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que en réalité, on est tous d'accord pour changer de modèle, sauf quand je suis en train de changer mon modèle. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord en disant il y a un vrai problème, machin. Oui, je trie, je fais attention. Maintenant, je prends mon vélo, etc., etc. Oui, d'accord, télétravail. Maintenant, on arrête de faire des études au même endroit. Ah non, ça c'est pas possible, attends. Et le rapport humain, et la machine à café, tu sais, c'est super important pour l'innovation. C'est tout ce que vous entendez aujourd'hui, Et vous l'entendez partout, c'est-à-dire les dirigeants qui disent « Attends, mais tu te rends compte ? Attends, mais tu es en train de me mettre à bas complètement mon système. Je suis en train de faire un nouveau campus. » Pardon, excusez-moi, là je vous fais vraiment de la provocation, je vous avais promis que je ferais. Donc en disant... vous voyez, au niveau parisien,
Je suis en train de faire le Grand Paris, qu'est-ce que tu me racontes là? Et il faut que les gens ils se rendent compte, j'ai tout prévu pour ça. Je fais des énormes métros, des machins gigantesques, tout ça c'est prévu pour ça. Donc non, le nouveau modèle, c'est avec des métros propres, avec des immeubles propres, mais il faut rester sur le truc d'avant quand même. Non, t'as pas bien compris. Tu dois changer de modèle. Changer de modèle, ça veut dire que tu dois dire, par principe, a priori, il faut que je change tout. Je vais regarder s'il y a des trucs que je peux garder. Comme disait, bah oui, il va falloir toujours que je continue à manger, l'agriculture, il faut qu'elle continue d'exister, etc. Mais a priori, le principe, c'est de dire je change tout. Or, on voit bien. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est en même temps optimiste et pessimiste ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'on a vu l'année dernière, et l'humanité a senti qu'elle pouvait changer de modèle, que ça pouvait aller très très vite, en 15 jours, que ça pouvait être agréable. Et en ce moment, elle est en train de se rendre compte que quand on change de modèle, il y a plein de gens qui sont contre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est plus ils sont hauts dans la hiérarchie en général. Quand je dis dans la hiérarchie, c'est toutes les hiérarchies, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que par principe, ceux qui ont réussi, dont les professeurs que vous avez en face de vous, évidemment, hein, ils disent c'est le modèle ancien qui m'a mis là. Donc si tu changes de modèle, je suis où? C'est évidemment naturel. Et là, vous le retrouvez partout, tout le temps, ça, aujourd'hui. Que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, mais du point de vue des ONG, du point de vue des syndicats, du point de vue de tout le monde. Tout le monde est en train de dire ah ouais, mais le changement de modèle. Oui, mais quand même, alors moi, je fais quoi dedans? Oui, c'est pas le problème, tu vois. En fait, c'est pas le problème. Et même, à la limite, peut-être tu vas te recycler, peut-être tu seras pas recyclé, mais c'est pas grave du tout. On a un enjeu au-dessus, quoi. C'est-à-dire là, on dit, ah oui, mais les machines à café, c'est important. On dit, oui, mais quand les gens ne bougent plus matin et soir pour aller au bureau, tu te rends compte, on a les gaz à effet de serre qui diminuent très fortement. Ah oui, non, mais le rapport humain, on ne peut pas écarter. C'est-à-dire, oui, mais le lendemain, tu es en train de dire à tes employés, il faut qu'ils viennent. C'est-à-dire, tu es d'accord, tu es là le samedi en train d'écouter, aller voir le truc du miel, aller voir les machins d'impact. Mais le lundi, tu dis, tout le monde au bureau. Il est hors de cas. Ah oui, non, mais on ne peut pas fonctionner différemment. Non, mais là, d'accord, mais là, on était dans la théorie. Mais maintenant, non, ça ne marche pas. Quand on va dire les étudiants, bah oui, mais les étudiants, il faut qu'ils soient en amphi, sinon tu te rends compte, on n'arrive pas à les tenir. Ouais, d'accord, mais alors si tout le monde part là-dedans, ça veut dire que grosso modo, tu t'es autorisé quelques petits changements parce que ça va, ceux-là, on peut les gérer, voire même ils sont assez poétiques pour un certain nombre d'entre eux, mais sur le reste, je ne bouge pas. Sur le reste, je continue à fonctionner comme avant, parce que vous comprenez quand même, là, on est en train de toucher à des choses très importantes. Alors, on va vous mettre plein d'arguments, hein, vous voyez, mon approche humaniste, ouais, mais c'est horrible ce que vous me racontez là, quand on ne se voit plus, etc. Vous voyez, comme si pendant des millénaires, les humains, tous les matins et les soirs, ils étaient dans les bouchons, autrefois avec des chars à cheval, maintenant des voitures, vous voyez, mais ils arrivaient dans des tours, avant c'était des tours en bois, maintenant c'est des tours en... Mais ça a toujours été l'humanité comme ça. Non, pardon, excuse-moi, ça a juste 60 ans, hein, ton mode de vie. Pendant des décennies, des millénaires, les humains n'ont pas vécu comme ça. Aujourd'hui, on te dit non, on ne peut pas vivre autrement. Si, on peut vivre autrement. D'ailleurs, on l'a prouvé l'année dernière. Et toute l'humanité a prouvé qu'on pouvait fonctionner différemment. Et qu'effectivement, si tu fais bouger juste les gens qui font la production physique, en fait, tout le reste, ça fait quand même énormément de personnes. Et ça fait vraiment un grand changement dans le mode de vie. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'effectivement, au sommet, les élites sont contre le changement, fondamentalement ils sont contre. On est très engagé développement durable, mais quand même on revient comme avant. Mais ce que vous voyez, c'est les vrais gens, ils commencent à pousser derrière. Le truc là, vous voyez celui qui est là, peut-être vous attendiez pas hein, qu'on parle télétravail. Vous mettez télétravail, immédiatement vous avez la salle à feu et à sang. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement les dirigeants qui vont dire ah non, stop ça, télétravail, on arrête. Et vous avez les salariés en ce moment qui disent ah oui, non mais télétravail, moi je veux. Alors ça tombe pas bien. Ça dépend du côté où vous vous placez. Là, je suis côté dirigeant. Où ça tombe bien du côté salarié, c'est qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Et que donc, en ce moment, il faut attirer les gens, et notamment les jeunes. On se dit, comment on va les attirer? Il faut qu'on leur propose, peut-être du pouvoir d'achat. Tiens, le télétravail, ça permet de libérer du pouvoir d'achat, c'est intéressant. Et puis, en plus, surtout, ça permet de vivre différemment. C'est exactement ce qu'ils attendent. Donc là, actuellement, les entreprises disent, oui, ça permet au moins d'économiser. C'est un argument, pourquoi pas utiliser ces aspects-là. Mais voyez, on n'est pas du tout dans le changement de modèle. Hein. On est juste dans la gestion opportuniste. Mais ça, c'est très intéressant quand même à regarder. C'est-à-dire que là, on a bien les pistes, on a bien les éléments par rapport à ce qui nous attend et je dirais ce qui peut représenter le grand défi à venir. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre journée, elle est top. Ça veut dire ce que j'ai vu, c'est génial. Mais évidemment, c'est qu'une tête d'épingle. C'est-à-dire qu'on va sur un truc beaucoup plus important. Et ce truc beaucoup plus important, évidemment, il va avoir besoin de vous, notamment ingénieurs, parce que, je le répète, c'est vous qui allez porter les solutions. Mais il faut les porter totalement. Alors, peut-être là, maintenant, ça mérite qu'on aille un tout petit peu plus loin dans l'idée changement de modèle, ça veut dire quoi? Le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui ne fonctionne pas. Il entraîne le dérèglement climatique.
Oui, là, peut-être au passage d'ailleurs. Vous voyez, peut-être il faut évoquer quand même le rapport du GIEC. Je connais bien les gens du GIEC. Vous savez que le dernier rapport du GIEC, évidemment, est un rapport d'alarme de plus en plus fort. Et quand vous, tout à l'heure, on était sur l'objectif 1,5 degré, il faut être très clair, on n'y est pas. Si on continue comme ça, on en est même très loin. Là, en ce moment, on est plutôt sur la base 3,5 à 4 degrés. Il faut être très, très clair. J'étais mercredi dernier avec Jean Jouvel, prix Nobel, donc, qui est un des grands climatologues qui a commencé à travailler avec le GIEC. Les approches, c'est très clair. C'est-à-dire que l'Occident et le reste du monde est dans une logique où on n'est absolument pas sur la trajectoire 1,5 degré. Et que là, effectivement, quand on est en train de dire qu'il faut qu'on change les comportements individuels, non, là, il y a un problème beaucoup plus structurel que ça. Alors pourquoi je dis le GIEC peut-être, là, à mon avis, a peut-être fait une erreur stratégique, c'est en disant on va reculer le moment où on va calculer la variation de degré. Vous savez, peut-être sur le dernier rapport du GIEC, il part de 1850, alors que jusque-là, on était plutôt 1900, c'était 1900 la base, et surtout à partir de 1945, et surtout à partir de 2000. Vous avez reculé sur 1850. Pourquoi je pense que c'est une erreur? Parce que ça donne un peu de grain à moudre aux gens qui sont quand même encore un tout petit peu sceptiques, surtout ceux qui, fondamentalement, n'ayant pas envie de modèle, cherchent des arguments. Pourquoi? Parce qu'entre 1250 et 1850, là, c'est le grand historien du climat qui avait commencé à travailler là-dessus, Emmanuel Leroy-Ladurie. La planète a connu, donc ça c'est des choses après qui ont été vraiment formalisées par beaucoup d'historiens, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est-à-dire une baisse des températures sur la planète entière, probablement d'ailleurs provoquée au XIIIe siècle par des éruptions volcaniques du côté de Bornéo. Et donc là, vous avez eu, à Lille, il faisait beaucoup, beaucoup plus froid pendant 600 ans qu'aujourd'hui. Et ce n'étaient pas les humains qui étaient en cause. Et donc, évidemment, ça veut dire que là, quand on est en train de parler de variation de climat, là, tout de suite, les gens vous disent, bah oui, avant, il faisait plus froid parce qu'il y a eu un truc volcanique. Maintenant, il fait plus chaud parce que la cendre s'est résorbée. Ce qui s'est passé à partir des années 1850. Vous voyez, c'est-à-dire qu'entre 1850 et 1945, vous avez des remontées des températures, mais qui ne sont pas nécessairement associées à l'activité humaine. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est un peu dangereux d'avoir ouvert la porte à ce type de critique. Au passage, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un programme financé par Microsoft, etc., en disant, au pire du pire, l'ultime plan, ce serait d'avoir un nuage artificiel de cendres qu'on mettrait autour de la planète. Vous voyez, un nouveau matelas. C'est un vrai programme. Alors, c'est le truc ultime, parce que si vous voulez, on ne sait pas quand ont eu lieu les éruptions volcaniques, on ne sait pas combien il y a eu de cendres, mais ça a fait baisser les températures pendant 600 ans quand même, quoi. Et donc, ils disent, là, le pilotage, on n'est pas sûr qu'on y parviendra bien. Donc, le risque, évidemment, c'est que vous ayez des ours blancs à Lille. Donc, il faut vous habituer à la chasse aux phoques. Donc là, on dit bien, c'est peut-être pas la solution la meilleure qu'on pourrait envisager. Effectivement, lorsque vous êtes en train de regarder le problème, vous êtes en train de dire que la bonne solution, ça va être travailler sur la vraie raison pour laquelle le climat se dérègle. Et la vraie raison pour laquelle le climat se dérègle, j'y reviens, c'est que le système économique n'est plus adapté à l'humanité. Notre système économique, il est issu de quoi? Il est issu des deux grandes révolutions industrielles, 1750 pour commencer loin, et 1850-1950, donc 200 ans de révolution industrielle. Et à ce moment-là, un système économique s'appuyant sur le fait que la science, à partir de là, bouge plus beaucoup, qui va être un système de consommation et de production, notamment envisagé par les États-Unis et appliqué par le reste de la planète. Au départ, ce système, 45, il est prévu pour 500 millions d'Occidentaux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est 8 milliards. Enfin, pas tout à fait, on y sera dans 2 ans. Et donc là, quand je dis dans 2 ans, on est très clair, c'est-à-dire la planète prend à peu près 120 à 130 millions d'humains par an. On est d'accord que même une pandémie tragique comme celle qu'on a connue, ça ne modifie pas les statistiques. C'est-à-dire on est sur une phase d'augmentation démographique, d'augmentation de gens qui appliquent le système économique. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que, évidemment, que vous allez dire dans les années 50, on ne parlait pas des règlements climatiques. Oui, parce qu'on n'était pas nombreux à appliquer le système. Là, maintenant, on est très nombreux, donc ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de doute, il faut changer de modèle. Quand je vous dis ça, c'est bien un modèle pour 8 milliards. Enfin non, même. Dans 25 ans, 10 milliards. C'est-à-dire c'est un modèle pour 10 milliards que nous devons proposer. Et lorsque nous sommes en train de parler, et comme nous sommes en train de réfléchir, vous voyez, transition, décarbonation, etc. Mais c'est très, très occidental, occidentaux-centré, cette question-là. C'est en train de dire, oui, si on a des automobiles avec des batteries, ça marchera mieux. Bon, déjà, il faut vraiment réfléchir à la question, parce que si tout le monde a des automobiles électriques, il y a un vrai problème d'électricité, surtout comme cette année, il n'y a pas beaucoup de vent ou pas beaucoup de soleil. Donc ça, c'est des questions techniques qui sont posées. Mais surtout, ce n'est pas 8 milliards là, de gens, c'est nous, comme on fonctionne.
La question, c'est de dire comment on va avoir une humanité. Vous n'oubliez pas les premiers ODD, parce qu'on parle beaucoup évidemment des ODD. Donc ça, évidemment, j'ai travaillé là-dessus avec le comité 21 beaucoup, puisque le comité 21 est à l'origine des ODD des accords de Paris. Donc on nous parle beaucoup des ODD climatiques. Oui, c'est sûr, elles sont importantes, mais les autres ODD, elles ne sont pas négligeables non plus. Et d'ailleurs, normalement, elles ne sont pas, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre. Les ODD 1, c'est de dire plus d'inégalité du point de vue planétaire. C'est le premier ODD. Hein, c'est l'élément primordial. Quand je vais proposer un modèle économique, c'est au reste du monde. Là, la question climatique, c'est proposer un système économique pour le monde entier, pour 8 milliards d'humains, demain 10 milliards. Alors peut-être non, mais il faut mettre plus précis. C'est proposer un modèle économique aux pays pauvres d'aujourd'hui. Et là encore, il faut être plus précis. C'est quoi un pays pauvre? Ce n'est pas un pays qui vit chichement. Ce n'est pas un pays qui a moins d'équipements en télévision ou en université. C'est un pays où on meurt plus vite. Quand on est en train de parler de pauvreté, c'est quoi l'élément crucial de la pauvreté? C'est l'espérance de vie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 82 ans en moyenne en France. Quand vous êtes en Inde, vous avez 70 ans. 1,3 milliard d'humains quand même. Hein. Ils ont 15 ans d'espérance de vie en moins que nous. Quand vous êtes dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, vous avez 55 ans d'espérance de vie, 30 ans de moins que nous. Donc lorsque tout à l'heure on disait la décroissance, ce n'est pas une solution, mais c'est-à-dire que ce n'est même pas une proposition qu'on peut oser formuler. Vous voyez, dire « Ah bah oui, on ne va plus croître, maintenant c'est fini, on ne fonctionne plus. Ah oui, vous, 55 ans, ah bah oui, pas de chance, hein, c'est dommage, c'est le moment, on a arrêté tout, donc bah oui, non, vous n'avez plus accès au progrès. » Bon, nous, on a de la chance, on y est, mais qu'est-ce que vous voulez, on est obligé de rester pareil. Vous comprenez, il faut sauver la planète. Mais le gars qui a 55 ans d'espérance de vie et vous, 85 ans, il a envie de vous foutre des baffes. D'ailleurs, parfois, il se rapproche et il commence à vous les mettre. C'est-à-dire en disant, non mais c'est quoi ton histoire là? Tu es en train de dire, c'est toi qui as déréglé le climat, c'est quand même toi, ton activité économique est à l'origine du problème, et tu es en train de nous expliquer, ah ben non, vous n'y avez pas droit, c'est normal, la planète se dérègle, on est trop nombreux, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, on est d'accord, hein, que les humains qui ont 55 ans d'espérance de vie, et on leur dit, on arrête tout, vous êtes obligés, vous, de regarder, bah, faudra voir comment vous allez vous débrouiller. On est bien d'accord, hein, depuis 1 an. Ah oui, d'ailleurs, nous, on va relocaliser. Ah oui, d'ailleurs, la mondialisation, c'est fini, les échanges, c'est fini. Hein. Vous comprenez, là, les marchandises qui viennent de trop loin, c'est un vrai problème, etc. Le gars au Nigeria, il dit, c'est-à-dire, moi, ah bah oui, bah toi, tu te débrouilles, il faut que tu aies un truc local, tu vois, il faut que tu penses local, il va falloir que tu aies un truc à une économie circulaire, tu vas voir, c'est passionnant, on va te faire des cours. Et 55 ans, ah bah oui, pas de chance, hein, mais tu sais, c'est beau, 55 ans, tu seras heureux. C'est-à-dire qu'on a quand même parfois ce discours incroyable, quoi. Oui, mais 55 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux? Sauf que quand vous allez voir les gens sur le terrain là-bas, ils vous disent, moi, je préfère être malheureux chez toi. Ou plus exactement, parce que souvent, c'est ça le problème. C'est ça qui fait, je dirais, marcher des migrants de manière terrifiante. C'est même pas pour lui, c'est pour ses enfants. C'est-à-dire, il va dire, moi, je veux pas que mes enfants, ils aient la vie que j'ai. Je veux pas qu'ils aient 55 ans d'espérance de vie. Parce que moi, j'ai presque 50 ans, je suis presque mort. Mes enfants, je veux qu'ils aient 85 ans. Donc, je vais là où il y a 85 ans. Et là, on dit, ah bah oui, ça dérègle encore plus. Et là, vous êtes avec, en ce moment, ce qui se passe. C'est-à-dire en disant, ah oui, il faut qu'on finance quand même plus les pays développés, en développement. Il faut qu'on les finance plus, c'est-à-dire vous êtes en 100 milliards, le PIB mondial, 91 milliards. Le niveau de la dette mondiale, 270 000 milliards. Et là, on est en train de dire, ah oui, il faut qu'on mette 100 milliards quand même. Hein. Ah ouais, par an, au moins une première enveloppe. Non, mais là, on rigole, quoi. On n'y est pas. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est en train de parler ODD, quand on est en train de parler de changement de modèle, là, on a une vraie question de responsabilité du point de vue des pays riches. Et on n'y est pas du tout. Et ce qu'on est en train de proposer, c'est notre petit mode de fonctionnement interne. Je viens à vélo, je commence à faire des jardins partagés, etc. Non, mais au Nigeria, tu leur dis quoi? Ah bah, tu fais pareil. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu dois avoir un autre modèle. Et là, tu dois proposer un modèle qui s'applique partout, qui doit se développer à toute vitesse. L'objectif, c'est tout le monde à 82 ans. Et vite. C'est-à-dire pas en disant, ah maintenant 30 ans, 40 ans. Non, vite. C'est possible, vite. Mais ça veut dire effectivement un changement de modèle pour tout le monde rapidement. Et qu'on intègre vraiment ce que ça signifie. Donc là, je crois vraiment, vous voyez que quand on est en train de parler développement durable, c'est ça la première idée qu'on doit avoir. Nous sommes en train de créer un nouveau modèle universel. Un modèle universel qui doit s'appliquer très très vite et qui va supposer effectivement, on avait raison tout à l'heure de le dire, des investissements absolument massifs, partout, très vite. Alors, évidemment, maintenant, vous êtes en train de dire, oui, mais alors, c'est quoi le nouveau modèle? Ça veut dire quoi exactement? Donc là, peut-être, il faut regarder, toujours pareil, ce qui s'est passé depuis 2 ans. Hein. Toujours pareil, cette expérience
de la pandémie, cette expérience de la fermeture de l'économie, c'est en fait une expérience absolument primordiale. Parce que tout d'un coup, elle nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'on connaissait, qu'on voyait, mais avec un effet d'accélération absolument prodigieux. Je le répète, des choses où on disait, il faudra peut-être 10 ans, vous les faites en 15 jours. Ce n'est pas neutre, c'est vraiment quelque chose de très très important qui s'est passé. Qu'est-ce que nous dit, je dirais, les événements, ou qu'est-ce que nous disent les événements que nous avons vécus depuis 2 ans? Ils nous disent, effectivement, que là, il y a quelque chose à creuser dans la nouvelle façon d'envisager sa vie, dans la façon dont on peut envisager une consommation beaucoup, beaucoup plus faible d'énergie dans le quotidien, sans que c'est un impact punitif, sans qu'on ait l'impression de régresser. Et je le répète, quand on dit régresser à 55 ans d'espérance de vie, ça, ce n'est pas envisageable. C'est effectivement un mode de fonctionnement différent dans tout ce qui est l'activité de service. Et je répète, attention, l'activité de service, enfin je répète, non, je ne répète pas parce que je ne vous l'ai pas dit encore, mais l'activité de service, c'est quelque chose qui doit être envisagé de façon très très large. Aujourd'hui, sur le PIB mondial, 91 000 milliards, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les ans, vous avez 75%, c'est du service. Grosso modo, 21% de l'industrie, 4% de l'agriculture. En valeur, 75% du service. C'est dire, ouais, mais bon, quand même, là, il y a peut-être des calculs. Non, je vais vous dire, non seulement, probablement là, on est en dessous de la vérité, mais ça va continuer d'augmenter. Pourquoi on est en dessous de la vérité? Parce que, en réalité, là, ce que vous faites, on parlait de vos débouchés de carrière, de tout ce que vous faites, très très souvent, en fait, en tant qu'ingénieur, vous êtes déjà dans le service. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes en train de, par exemple, travailler sur les pannes d'un système, vous faites du service, vous optimisez, vous améliorez. La production industrielle en tant que telle, c'est la production, mais tout ce qui va autour, très rapidement, c'est du service. Comptabiliser dans du service aussi, bien sûr, celui qui va gérer les ressources humaines, celui qui va gérer le marketing, c'est du service. En réalité, si vous êtes chez PSA ou si vous êtes chez Alstom, vous êtes considéré comme industriel. Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas industriel. Donc le service est en fait même plus important que l'on dit. Dans l'agriculture, que nous connaissons bien, Xavier et moi, dans l'agriculture aujourd'hui, on considère effectivement que la part de production, c'est quelque chose, mais en fait, ce qui vaut de plus en plus cher, c'est le service, c'est-à-dire la façon dont on va faire. Pourquoi le service ne va pas cesser d'augmenter? Parce que le service va avec le vieillissement de l'humanité. Plus vous êtes vieux, plus vous consommez du service. On considère, vous voyez, que dans votre dernière année de vie, quelle qu'elle soit, vous aurez 98% de services contre 2% de produits physiques. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quel que soit votre âge, vous aurez votre dernière année de vie avec beaucoup, beaucoup de services médicaux qui coûtent très, très cher. Mais on va dire que, d'un point de vue global, le principe vers lequel nous allons, c'est bien celui-là. Nous allons vers quoi? Nous allons vers une humanité qui vieillit. Quand je suis en train de vous dire qu'on va vers 10 milliards, que nous sommes à 8 milliards, en fait, nous augmentons l'humanité par la faim. Ce qui est une très bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'on vit de plus en plus vieux. Ça veut dire évidemment que l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure, l'espérance de vie pour tout le monde, la même espérance de vie pour tout le monde, c'est ce qui va faire augmenter l'humanité, augmenter le nombre de personnes, mais de personnes de plus en plus âgées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons plus d'humains sur Terre de plus de 65 ans que d'humains de moins de 5 ans. Dans 25 ans, nous aurons plus d'humains de 65 ans que d'humains de moins de 25 ans. C'est-à-dire que cette évolution, elle va aller, on va dire, de plus en plus vite et de plus en plus fort. C'est très important à avoir à l'esprit, parce que nous sommes issus, quand je vous disais, de révolutions industrielles, notre système économique des années de l'après-Seconde Guerre mondiale, il était constitué d'une humanité qui augmentait par le début, qui était toujours plus jeune, qui produisait, qui avait de plus en plus besoin de produits physiques. Parce que quand on est jeune, on a besoin de produits physiques. Donc notre système économique était fait autour de ça. C'est-à-dire qu'on exprimait la richesse autour de la production physique. Et d'ailleurs, parfois, même encore, on a ce réflexe-là, quoi, quand on va dire « je suis dans une activité de service, oui, d'accord, mais moi, je voudrais parler de la vraie économie. » Ouais, tu produis des lits, des avions, ça, c'est de la vraie économie. Médecine, enseignement, ouais, bon, c'est de l'économie, mais enfin, c'est pas pareil quand même. Et si. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder ce qui fait vivre quelqu'un. Quand on est en train de parler de quelqu'un qui vieillit, on se rend compte que l'activité de service, en réalité, va faire de plus en plus vivre par rapport à l'activité physique, par rapport à la production physique. Je prends toujours cet exemple, où il faut que je fasse attention avec les exemples, parce que j'ai le temps qui est très serré, mais mon papa, à moi, était né en 13 et mort en 13. Vous voyez, il est mort à 100 ans, il était d'une autre époque. Bon, bah, à 90 ans, quand j'allais le voir, je sentais qu'il allait mourir. Il allait mourir parce qu'il n'avait plus envie de vivre. Parce qu'effectivement, il me disait, je m'embête, etc., etc. Donc, ouais, je disais, sympa, ouais, tu viens pas assez me voir, bon, ça c'est évident, toujours. Bon,
Mon père était un fou de bridge. À 90 ans, il trouve le bridge sur Internet. Ça l'a fait vivre pendant 10 ans. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'il jouait, il passait ses journées, machin, il pétait le feu, il était en forme, etc. À 100 ans, autour de 100 ans, je vais le voir, il commençait à décliner. L'ordinateur était fermé, il devenait aveugle. Et il est mort parce qu'il n'avait plus envie. Parce qu'effectivement, ce truc qu'il avait tenu pendant 10 ans, il n'avait plus envie. Combien ça vaut un logiciel de bridge? Vous voyez, combien ça vaut? C'est-à-dire, en termes humains, ça vaut combien? En termes humains, un truc qui fait vivre un humain 10 ans, alors que tout le reste, à la limite, vous voyez, où il habitait, la voiture, le machin, ce qu'il bouffait, il s'en foutait complètement. Mais ça a une valeur gigantesque. C'est-à-dire que là, en termes économiques, quand vous avez une population qui vieillit, qui a besoin de services, tout d'un coup, cette activité de service prend une valeur considérable. Alors vous allez dire, ah bah oui, mais quand même, les voitures, machin. Oui, mais non, mais quand tu as l'humanité qui vieillit, tu vas avoir du service, et ce service peut être du service médical, santé, mais du service de mode de fonctionnement, de loisirs, qui devient une valeur de plus en plus forte. L'humanité vieillit, donc le service prend de plus en plus de valeur. Et là, évidemment, j'en arrive sur l'aspect providentiel de notre époque. C'est pour ça que lorsque nos jeunes gens, donc petite Greta Thunberg ou mon étudiant l'autre jour, ou peut-être vous, ou peut-être vos jeunes chez vous, quand ils sont pessimistes, c'est ça qu'il faut leur dire. Leur dire, attends, là on a un défi, ça fait aucun doute, un défi énorme, gigantesque. On a 20 ans, 30 ans qui vont être absolument cruciaux pour la vie de l'humanité. Mais là, tu as un truc incroyable, la providence, enfin ce que tu veux, le hasard, enfin je sais pas, ou l'humanité qui sent qu'il y a un truc qu'il faut faire. C'est-à-dire que la science, elle explose dans quoi? D'abord dans ce qui va pouvoir justement se relier à ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire le nouveau modèle. En clair, l'explosion scientifique que nous connaissons aujourd'hui, elle est d'abord avec une racine. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Là, c'est probablement la première fois que ça se passe, une racine mathématique. C'est la racine mathématique autour de la gestion des grands nombres qui bouleverse la science un peu partout aujourd'hui. C'est les approches sur les big data. C'est là qu'on a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer et qui a commencé à irradier l'ensemble des sciences. Quand vous avez la question, j'en sais rien, si on prend l'exemple, vous voyez, tout ça, c'est intéressant quand même. Ça se passe aux alentours, au début du 21e siècle. C'est à ce moment-là que vous commencez à avoir les choses qui bougent. Quand on décrypte le génome, nous, Français, on y participe avec le génome d'Evry. C'est des mathématiciens qui vont pouvoir gérer des grands nombres qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais ce qu'on vous dit, le décryptage du génome qui a pris quasiment 14 ans dans les calculs, etc., aujourd'hui, on dit qu'il faut moins d'une demi-journée pour faire ce qu'on faisait il y a 14 ans. Il y a 20 ans, pardon, en 14 ans. Oui, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, donc, c'est-à-dire, là, on est dans une accélération du progrès absolument phénoménale. Quand vous êtes sur ARN messager, en réalité, vous êtes avec des applications de logique des grands nombres et d'algorithmes, quand vous allez pouvoir faire des tests et pouvoir inventer des choses qui vont être quelque chose de complètement différent de ce qu'on faisait avec les vaccins auparavant. C'est-à-dire, la racine mathématique, elle est incroyable. Cédric Villani, peut-être certains d'entre vous connaissent l'homme politique, donc bon, pas que des succès en politique, mais Cédric Villani, c'est quand même une médaille Field. On n'a pas 36 quand même en France. Alors on a une proportion énorme en France de médailles Field, mais enfin lui quand même. Donc médaille Field, je vous rappelle, c'est le prix Nobel de mathématiques avant 40 ans quand même. Donc pas mal. Faut vous dépêcher les gamins. Donc Cédric Villani, il dit là. Ce qui se passe dans les mathématiques, c'est ce qui s'est passé une fois il y a 2500 ans avec Euclide, quoi. Il dit, nous, on est dans un univers, mais c'est incroyable ce qui s'est passé du point de vue des mathématiques. Il y a eu effectivement une avancée prodigieuse. Et quand il dit, bah ouais, c'est à peu près au début des années 2000 là qu'il se passe un truc, bah oui, c'est au moment où la planète arrive aux 6 milliards d'humains, quoi. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là, on commence à avoir les solutions, les trucs qui sont proposés. Évidemment, qui vont être déclinés dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, dans le digital, dans le numérique. Le numérique, bah oui, mais comme par hasard, le digital, le numérique, c'est ce qui me permet de travailler à distance l'année dernière. C'est-à-dire que là, ça y est, je commence à voir le lien avec tout d'un coup les avancées scientifiques, la façon dont on va pouvoir accélérer, et une autre façon de vivre. On y est là. On a l'élément tout d'un coup avec tout qui converge. C'est-à-dire que oui, vous avez une partie digitale dans l'école, vous voyez, non, vous n'êtes pas dans un truc accessoire. Vous êtes dans quelque chose d'absolument central du point de vue, je dirais, de la façon dont on peut envisager l'évolution du système économique. Alors, la data, bah, ça tombe bien, on va dire par rapport à ce qu'on disait, c'est l'expression de l'activité de service. C'est-à-dire, en fait, quand vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bah, la data devient de plus en plus l'expression de la valeur économique. Alors, un truc assez passionnant de ce point de vue, c'est que clairement, on y est déjà.
C'est-à-dire que quand je veux rassurer mon petit étudiant de 22 ans, je lui dis non mais arrête de pleurer. Le changement a commencé de façon très forte. Tu t'en rends pas compte, peut-être parce que dans notre pays, on est tellement conservateur, on veut tellement rester dans le modèle ancien en bougeant un tout petit peu, mais vraiment pas trop, qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Vous avez besoin de 2 témoignages non poétiques pour vous montrer que rationnellement, on a changé le modèle. Eh bien, je vous les donne. Premier, non poète, les militaires. On est d'accord, hein, pas trop poètes, enfin, ça dépend à leurs heures, peut-être en dehors des casernes, mais quand même, à la base, ils ne sont pas poétiques. Les militaires, ils vous disent quoi? Ils vous disent, il y a 250 ans, je voulais épuiser mon ennemi, je brûlais ses récoltes. 99% de l'activité agricole, tu brûles les récoltes, l'ennemi commence à négocier. Il y a 70 ans, on est bien placé pour le savoir ici, tu veux épuiser ton ennemi, tu vas bombarder ses usines. On est dans l'activité industrielle, nous sommes bien dans les vecteurs de création de richesse. Aujourd'hui, tu veux épuiser ton ennemi, tu rentres dans ces réseaux d'information. Et d'ailleurs, attention, hein, parfois vous êtes un peu en retard d'une guerre, c'est-à-dire que quand on se lamente de ne pas vendre des sous-marins ou de préparer un 2e porte-avions, non, c'est pas là que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire la vraie question, c'est pas de dire est-ce qu'on est capable de se défendre contre les attaques dans les réseaux chinois, est-ce que même on est capable de les attaquer. On n'est ni capable de l'un ni capable de l'autre. Or, c'est là que se passe le vrai grand enjeu stratégique des années qui viennent. Les Russes, qui ont bien vu qu'effectivement, ils étaient en déclin sur la puissance traditionnelle, ils ont dit, c'est là-dessus qu'on met le paquet. C'est la nouvelle emblème de puissance, c'est là. Et lorsqu'on est en train de dire, c'est là qu'on détruit la richesse, ça veut dire, c'est bien là qu'elle se crée. Et par rapport à tout ce que je vous dis, oui, ça y est, tout d'un coup, c'est cohérent, ça se tient. On voit bien comment ça marche. Oh, oui, je me rends compte. Non, je suis super en retard. Je n'ai pas encore parlé de ma finance. Ah non, j'arrive. Alors, je convoque un deuxième. Donc, je vais être obligé de bâcler à toute vitesse, mais vous allez me poser des questions, je pourrais continuer mon raisonnement. Donc, je sélectionnerai les questions, quoi, vous avez compris. Alors, donc, non, je plaisante, hein, surtout Internet, je plaisante, vous pourrez dire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, donc, la deuxième non-poète quand même que je veux convoquer, parce que j'arrive à ma finance du coup comme ça, bah, c'est les financiers, justement. Hein, on est d'accord, là, ils sont non-poètes, même dans leur loisir, hein, ces gens-là. Je sais, je suis financier, hein, donc je peux en parler. Donc, là, effectivement, les financiers vous disent quoi en ce moment? Ils vous disent que Apple vaut 2500 milliards et que Renault vaut 11 milliards. Alors vous allez dire, mais faire 10 millions de voitures, c'est peut-être beaucoup, beaucoup plus simple que de faire du petit téléphone de merde, là où vous avez en fait pas grand-chose de vraiment techno dedans. Mais non, ils sont en train de vous dire que le problème, là, c'est que d'un côté, tu as le rétroviseur, la voiture, le fonctionnement, je dirais la façon physique dont on bougeait, et de l'autre, tu as la data. Qu'est-ce qui va faire que tu as de la valeur? C'est qu'en fait, tu travailles sur la data. Le téléphone, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il capte de la data. Quand je suis en train de vous dire ça, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, hein, d'ailleurs. C'est que vous n'avez pas une entreprise européenne qui a plus de 1000 milliards. L'entreprise européenne qui vaut le plus cher, c'est LVMH. Française, on est content, 272 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins que les plus grosses entreprises mondiales. C'est jamais arrivé en Europe qu'on ait des entreprises qui soient tellement à la traîne de tous les leaders mondiaux. Normalement, on était toujours dans le peloton de tête, pour reprendre le truc peloton de tout à l'heure. Bah oui, effectivement, super, LVMH, ils vendent, donc je suis dégenré, hein, on est d'accord, des sacs, des ceintures, des chaussures. À l'Asie, là où il y a le plus de monde, là où on est en train de voir les choses changer, ils ne sont pas dans la data. Donc 270 milliards, pas plus. Donc là, on a un vrai problème européen. On a des startups super bien qui travaillent sur la data. Vous êtes sur la data, machin, etc. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient 1000 milliards. Parce que si elles ne sont pas 1000 milliards, soit l'idée n'est pas bonne, soit tu n'as pas la bonne stratégie de développement. Et là, j'en arrive évidemment alors en accéléré à la finance. Hein, c'est-à-dire que je sens Anne qui commence à... Bon, je trépigne. Temps de conclure, mon ami. Donc, effectivement, quand on est en train de regarder du point de vue de la finance, on voit bien que là, en réalité, on a, je dirais, l'effet d'accélérateur extraordinaire qui est prêt à faire migrer la valeur. La valeur économique actuelle, elle est mal calculée. On calcule le PIB à partir des éléments physiques d'avant. Et on se rend bien compte que là, il y a de la nouvelle valeur qui apparaît. D'ailleurs, les Européens qui sont beaucoup trop rationnels, ils disent « Moi, je ne comprends pas pourquoi Netflix, ça vaut si cher. Pourquoi Tesla vaut 800 milliards alors que tu me dis que Renault vaut 11 milliards ou Volkswagen 72 milliards ?» Ben oui, mais parce que, Tesla, ils sont sur la data. C'est-à-dire qu'en fait, Elon Musk, au départ, il dit « Moi, je veux faire un capteur de data de gens riches. » Donc autour, il met une voiture, autour, il met un vaisseau spatial, autour, il met un bateau, une maison, il s'en fout. Mais c'est le capteur de data qui est important. C'est pour ça qu'il vaut 800 milliards. Et après, on va dire, oui, mais ces gens-là perdent de l'argent. Mais oui, mais parce que ce n'est pas encore dans le compte de résultat. Nous, on n'a pas du tout la mentalité, vous savez, la mentalité Nasdaq. Mentalité Nasdaq, là, les Européens, ils ne comprennent pas comment. Ils disent, mais comment ça vaut si cher alors qu'ils perdent de l'argent? Mais non, ce qui est en train de se passer, c'est que ces gens-là sont en train de se positionner sur les nouveaux vecteurs de valeur. Le film que tous les étudiants doivent regarder, il est sur Prime Video, donc vous pouvez le revoir encore, hein, c'est The Social Network.
l'invention de Facebook, où on voit très très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que la valeur de Facebook explose, alors qu'ils perdent de l'argent tous les jours, ils n'arrivent absolument pas à sortir, mais sa valeur explose à chaque fois qu'ils ont 1 million d'utilisateurs en plus. Là, vous voyez ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de regarder, ce n'est pas du chiffre, parce que le chiffre, il est en retard, il est avec le rétroviseur. C'est un indicateur d'impact. Quand j'ai 1 million, 2 millions, 1 milliard, là, je me dis, il se passe quelque chose. Peut-être que pour le moment, on n'a pas encore représenté que ça valait de l'argent, mais ça ne fait aucun doute qu'il y en a beaucoup. Là, aujourd'hui, nous sommes dans ce moment-là, quand on est en train de parler investissement. Normalement, je vais faire toute la conférence là-dessus, vous imaginez. Hein, bon, ben, c'était pas grave. Donc là, c'est vraiment moi ce sur quoi je travaille. C'est-à-dire sur la question dont vous allez faire migrer, dont on pousse la finance. C'est-à-dire les 270 000 milliards de dollars de dettes, de monnaie, qui sont en circulation dans le monde aujourd'hui. Jusqu'à il y a 2 ans, vous aviez 270 milliards de green bonds. C'est-à-dire 1%. Ridicule. Quand vous êtes en train de dire qu'il faut faire un changement de modèle, évidemment, c'est rien du tout. Aujourd'hui, on est dans l'idée qu'on va aller vers 98 à 99% des 270 000 milliards qui vont chercher à aller dans le changement. Quand vous allez foutre 270 000 milliards derrière, là, il n'y a aucun doute que vous allez avoir une accélération vertigineuse, incroyable. Et là, le truc, ah ben non, la machine à café, tout ça, c'est balayé. Parce qu'effectivement, la vague va tellement vite, tellement fort, on en a besoin. Il faut qu'on le fasse. Que, évidemment, ça va se faire ultra vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, les startups, c'est super, mais ce n'est pas super quand c'est que start. En fait, le seul truc, c'est up. Et up, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent. Ça veut dire que quand vous êtes en train de me dire « Ah oui, j'ai une subvention de 2 millions du conseil… » 2 millions quand même, tu te rends compte? Bah oui, bien, quand tu es en train de regarder par rapport à la valeur du jardin de papa, ça fait beaucoup. Mais quand tu es en train de regarder 2700 milliards la valeur d'une boîte, ça vaut rien. C'est-à-dire Moderna, quand tu leur dis « Là, 4 milliards », non, c'est 400 milliards. C'est-à-dire c'est ça l'échelle. L'échelle, c'est de dire à quel moment je vais pouvoir lever. On dit la French Tech, elle a levé presque 1 milliard. Non, mais tu rigoles, c'est rien, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin, tous ces gens-là, ils se font racheter, quoi. Justement, il ne se passe pas le truc Moderna. C'est que les petits Français, les petits Européens qui travaillent, ils se font racheter par les gens qui mettent juste 100, 200, 300, 1000 milliards. Parce que 1000 milliards, c'est rien quand tu es en fait dans la projection de demain. L'investissement d'aujourd'hui doit être un investissement dans lequel on n'a pas encore l'appréhension économique, mais les financiers, ils voient bien que ça va marcher parce qu'ils ont des indicateurs d'impact. Et c'est autour de ça que l'on peut évoquer aussi, qu'on peut travailler. Du point de vue agricole, par exemple, moi, c'est ce que j'ai mis en place. Donc, une chaire pendant 6 ans qui examine les indicateurs d'impact. Et depuis cette année, on crée une agence de labellisation de l'impact. Et là, qu'est-ce qu'on propose? On propose aux investisseurs en disant vous pouvez investir dans des projets dans lesquels vous allez avoir de l'impact positif. Vous ne posez pas la question, c'est sûr, c'est scientifiquement prouvé. Là, au mois de juin, ce que je racontais à Xavier, on fait une simulation avec le Forum pour l'investissement responsable. Quand on a les fonds mondiaux qui arrivent, les gars, ils arrivent en disant il nous faut des projets à 2-3 milliards. Chacun. Là, quand vous regardez la PAC, vous êtes en train de dire mais attends, mais total, c'est 10 milliards. Ah oui, non, mais nous, 10 milliards, honnêtement, c'est presque un billet pour nous. Bah oui, ils gèrent 1000 milliards, ils gèrent 1300 milliards. Quand vous êtes à Mundi, vous voyez, vous êtes en train de dire ah non, moi, je ne peux pas m'occuper de broutilles, je suis désolé, il faut du gros projet. Et là, c'est génial, quoi, parce que là, on dit ah ben ça y est, on va vraiment pouvoir commencer à avancer super vite. Et donc là, c'est peut-être là la conclusion que je vais devoir faire avec 5 minutes de retard, pardon Anne, c'est de dire effectivement que nous sommes dans une logique où le nouveau modèle, il est là. Les perspectives, elles vont être de plus en plus stupéfiantes parce que le progrès scientifique ne cesse de communiquer des possibilités d'avancée qui vont avoir des conséquences technologiques concrètes super vite. Il est là. Il suffit d'y croire, il suffit de le vouloir, et ça, c'est pas rien. On a dit, la mentalité va être capitale, et il va falloir investir massivement. Et quand je dirais investir, évidemment, c'est pas beurre et argent du beurre. C'est pas dire, ah oui, mais il faut quand même qu'on mette encore un peu d'investissement à côté, et un peu d'investissement dans le… Enfin oui, vous voyez, très concret. Cédric Villani, donc, il fait le rapport sur l'intelligence artificielle. Il va dans le bureau du président de la République, qui tutoie facilement. Donc Manu dit, bon, Cédric, c'est super ton rapport. Bon, Manu, je pense quand même qu'il va falloir qu'on fasse un effort. Alors, tu verrais combien, Cédric? Cédric dit, je pense qu'il faut mettre au moins 40 milliards, parce que là, c'est vraiment un gros enjeu. Et là, Manu fait un peu la tête, c'était il y a quelques temps. Donc, à l'époque, on n'imprimait pas avec une photocopieuse les billets. Donc, il dit, écoute, j'ai 900 millions, là, mais c'est déjà pas mal. Bon, il dit, non, là, tu y es pas, mais enfin, allez, on les prend. Sauf que 2 jours après, il apprend qu'on met 40 milliards dans la SNCF. Oui, mais d'accord, voilà, vous allez dire, il y en a besoin quand même pour les trains, ils ne marchent pas, etc. Oui, non, mais d'accord.
Mais tu ne peux pas, là, choisir en même temps le cheval et l'automobile, quoi. Soit tu vas dans l'automobile, soit tu restes dans le cheval. Mais si tu veux faire les deux, là, il n'y a aucun doute, tu vas rater les deux. Donc là, maintenant, l'investissement, il doit aller massivement sur le changement de modèle, ultra vite, dans des proportions gigantesques. Parce qu'effectivement, changer le mode de vie, ce n'est pas juste avoir un petit changement à la marge. C'est vraiment un bouleversement complet qui signifie des investissements massifs, qui signifie de la croissance économique différente qu'on va exprimer différemment. Et quand on est là, quand on est dans cette situation, alors je termine toujours par ma formule que j'adore en disant « Je suis absolument persuadé qu'on va vers ça. La seule chose que je regrette, c'est pas avoir 20 ans en 2021. » Voilà, merci beaucoup. Alors ça consomme de l'énergie, mais maintenant on n'applaudit plus, on met cœur sur Twitter, hein, donc ça va plus vite. Hein, donc je crois qu'il y a tout de suite des questions. Oui, il y a tout de suite des questions. Merci beaucoup. Je vous avais dit que ça allait être passionnant et ça l'était. Donc effectivement, on a un micro qui circule dans la salle. Il y a tout de suite une question pour monsieur qui est juste devant. Bah, voilà, je peux circuler moi. Hein. Le micro va on s'est vu tout à l'heure, donc je vous vois venir. Hein. Bon, voilà, c'est pour... Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Le micro fonctionne, monsieur. Bon, alors, je suis Raphaël Boutry, HI 75. Voilà, je vais faire un parallèle entre deux événements qui ont exactement le même résultat, mais sans impact. Faire une comparaison avec ce qu'on vit ici, dans cette salle, depuis tout à l'heure, et une proposition immédiatement applicable. Bon, les deux événements parallèles. Vous avez un avion avec 250 personnes qui s'écrasent. Un mois après, un deuxième. Tous les mois, sur un an, un avion avec 250 personnes s'écrase. Ça va être un scandale. Tout le monde va râler. 3000 morts dans 12 accidents d'avion. Parce que c'est 12 événements. Maintenant, on prend les morts sur les routes. C'est saupoudré tous les jours par petits grains sur les routes de France tous les jours. Il y a 3000 morts et personne n'y fait attention. Alors, comparaison avec ce qu'on vit ici. L'éclairage de la scène, l'éclairage au plafond, c'est pas grand-chose avec les LED, toutes les lampes, etc. Mais si je multiplie actuellement par toutes les scènes qui sont éclairées à l'instant même en France, ça fait combien d'énergie? Donc, proposition immédiate qu'on peut appliquer. Je demande qu'on éteigne tout l'éclairage de la scène, du plafond. Ceux qui sont dans l'ombre derrière, qui sont gênés, il y a plein de places éclairées par la lumière du soleil, ici, même s'il y a des nuages. Et je vous demanderai sincèrement de répondre après, est-ce que tout cet éclairage était utile ou futile? Alors, merci pour votre question. C'est pas une question. Non, c'est plutôt une remarque. Alors, je crois qu'on ne peut pas couper l'éclairage à cause des caméras. Voilà, en fait, il y a un côté technique dans l'éclairage. Voilà. Alors, en fait, il y a un côté technique dans l'éclairage, c'est que comme on est en train de capter en moment réel la conférence, etc., et c'est retransmis sur Internet, il y a besoin de cet éclairage pour avoir une certaine luminosité dans la retransmission. Voilà. Donc, on pourrait l'éteindre, ça serait génial, mais sauf qu'on n'arriverait pas à capter avec les mêmes conditions. Voilà. Tout à fait, exactement. Là, je vous ai donné une part d'explication. Merci, monsieur. Alors, une autre question? Oui? Damien Grosso, je suis ingénieur HEI 2005. Je travaille dans une association qui s'appelle Pôle Énergie, qui travaille sur la transition énergétique et la décarbonation sur la région Hauts-de-France. Donc, je suis en plein dans le sujet. Quand l'Europe met 2000 milliards sur la table, est-ce qu'on est dans les enjeux ou est-ce qu'on n'est pas dans les montants sur lesquels il faut aller? Donc, on n'est pas dans les enjeux. On n'est pas dans les enjeux. C'est trop peu. C'est trop peu. Vous avez 4000 milliards d'épargne rien qu'en France. Vous avez 6000 milliards d'épargne rien qu'en Allemagne. Donc là, enfin, vous voyez, on est dans des logiques où quand on va dire 2000 milliards, alors, on va dire c'est déjà bien, hein, etc. Vous voyez, on va dire ouais, mais quand même, qu'est-ce qui râle, etc. Non, quand on est dans un changement aussi historique de ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment consacrer toute l'énergie possible immédiatement sur les types de changements qu'il faut envisager. Mais là encore, vous voyez, après, là, ce que nous disent les financiers,
Ils nous disent « Ah oui, mais on ne sait pas quel projet, il n'y a pas assez de projets. On est prêt à mettre de l'argent, mais il n'y a pas assez de projets. » Mais oui, mais parce qu'en réalité, là, c'est en même temps la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez des grands projets de changement, comme par hasard, en Europe, ils vont se financer aux États-Unis ou en Asie. Alors que les mêmes financiers européens vous expliquaient 3 minutes avant qu'ils n'arrivaient pas à placer leur argent. C'est qu'en fait, on n'est pas dans une logique complète de basculement, pour reprendre le terme que moi j'ai utilisé. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous dis, je pense que vraiment, le problème que nous avons, et la pandémie nous a fait vraiment, ou le confinement, pour justement pas associer à la tragédie, mais le confinement nous a fait comprendre là qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus radical qui se jouait. C'est que clairement, quand on dit « Ah bah oui, on va faire attention juste à nettoyer le micro », ça suffisait pas pour arrêter. Il faut carrément isoler les gens. C'est-à-dire que tu dois aller dans la mesure radicale. Et la mesure radicale, ça veut dire que tu consacres toute ton énergie, si je peux dire, financière, c'est-à-dire toute ta capacité d'investissement à inventer quelque chose. Et toujours pareil, là, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on doit inventer quelque chose qui va être applicable à la planète entière. Ce n'est pas que nous, quoi, c'est-à-dire c'est à la planète entière. Et c'est pour ça que même votre exemple, il est bon, bien sûr, évidemment, il est parlant tout de suite, mais à mon sens, vous voyez, si je peux me permettre, il est... je dirais, il est justement marginal par rapport au problème. Le problème, ce n'est pas que les Occidentaux éteignent leur lumière mieux le soir, etc. On doit être dans un changement beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Parce qu'à la limite, ça nous donne le sentiment que oui, il y a des petits gestes. Alors les petits gestes, on va dire, ils sont importants. Non, mais le problème, il ne va pas se régler qu'avec des petits gestes. Vous voyez, c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut... Moi, je ne suis pas politique. Et je suis pas, et je vous dis très très vite, vous avez des questions politiques autour de ça, en disant oui mais quand même, comment les citoyens entendent, il ne faut pas les décourager, machin, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment dire non, ce que nous faisons évidemment, c'est une prise de conscience qui a été très importante. Ce qu'on disait, que chacun vive différemment, c'est quelque chose d'important. Mais on est bien ensuite pour pouvoir gérer un changement de système. Et 2000 milliards, non, ce n'est pas suffisant. Surtout qu'on voit très bien, vous voyez, parce que c'est exactement comme sur le plan de relance français, quand on dit on va mettre 30 milliards sur l'isolation du logement. C'est beaucoup, mais c'est génial, parce que là, c'est un impact immédiat pour le climat, etc. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là que tu dois mettre ton argent en priorité si tu es dans le changement de modèle. C'est que chacun dise il faut que j'isole. Ouais, super, très bien. Mais ce n'est pas ça l'élément qui te fait inventer un nouveau modèle. Vous voyez, quand on est effectivement si on part sur un mode de fonctionnement différent, et là j'évoquais tout à l'heure l'idée de ne plus faire bouger les gens. Alors là, tu es dans des trucs où immédiatement, ce n'est pas par centaines, c'est même par milliers de milliards, mais plusieurs fois dans un seul pays que tu vas rentrer. Là, tu vas être dans quelque chose qui est vraiment différent. Ça veut dire une stratégie, ça veut dire une définition d'investissement extrêmement fort, et ça veut dire évidemment que tu as besoin de beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc voilà, oui, la réponse, enfin, c'est un peu lapidaire quand je dis ça, même si l'Europe, de ce point de vue, a l'air de montrer un chemin intéressant. En fait, si on regarde simplement ce que je disais tout à l'heure, l'argent qui tourne au niveau du marché américain ou du marché asiatique pour financer des entreprises qui proposent des nouvelles solutions, c'est 2000 milliards multipliés par 10 déjà. Et l'Europe est capable de le faire. Surtout, à la limite, on pourrait dire, oui, mais nous, on ne peut pas. Si, on peut, mais on ne le fait pas. Et vous voyez, je crois, là, la question, elle est sur l'Europe, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'Europe, dans son ensemble, est avec le rétroviseur. Je crois que vraiment, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que nous sommes super bons, nous, Européens, dans toutes les technologies du XXe siècle. On n'est que là-dessus. Et quand vous êtes l'Allemagne, quand vous êtes l'Italie, quand vous êtes la France, quand vous êtes la Grande-Bretagne, qui est peut-être celle qui essaie le plus de bouger, vous êtes quand même très XXe siècle et pas XXIe. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre quelques questions après. Juste avant, je voulais laisser, avant cette question, juste avant cette question, je voulais laisser la parole à Thierry Ocre, qui est le DG de Junia, qui nous a rejoint, voilà, et qui voulait dire quelques mots. Et après, on reprendra le fil des questions. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard sur la conférence. Merci, monsieur De Sertine. Philippe. Donc finalement, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Donc la mauvaise nouvelle, donc on peut arrêter le projet immobilier. La bonne nouvelle, et on l'échangeait par SMS, c'est qu'on est en train de travailler sur une stratégie de percée sur nos activités de recherche autour du calcul quantique et de l'algorithme quantique. Voilà. Donc on est quasiment acté là-dessus. Et par échange, pendant que vous parliez, on échangeait par SMS. Et là, autour des problématiques de la data, de la performance à aller chercher, je pense que bon, voilà. Donc ce matin, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, il faut penser qu'à la bonne nouvelle. Ouais.
Alors, on va reprendre une question, monsieur. Philippe Cosseron, donc HEI 80. Je voudrais simplement revenir sur l'exemple que vous aviez indiqué des 900 millions sur l'intelligence artificielle par rapport aux 35 milliards sur la SNCF. Et la question, c'est quelle est l'acceptabilité d'une décision qui aurait été inverse, mettre 35 milliards sur l'intelligence artificielle et 1 milliard d'euros, enfin 1 milliard ou un peu moins, sur la SNCF. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que nos populations ne sont pas sensibles aux enjeux ou que le poids des habitudes fait qu'on préfère mettre 35 milliards sur la SNCF plutôt que 35 milliards sur l'avenir? Non, on est d'accord. Quand je vous disais tout à l'heure, le problème du changement de modèle, c'est tous ceux qui sont au sommet, à commencer par toutes les populations des pays riches, bien sûr, à commencer par nous. C'est-à-dire que là, on est tous effectivement en train de dire il faut changer, tous, et tous, comme vous dites, vous allez mettre le feu si vous commencez à décider ça. Et en même temps, ouais, quand je dis en même temps, ça fait très politique, donc non, alors simultanément, il faut faire attention à tout ce qu'on dit en ce moment, donc simultanément, l'urgence, elle est là, quoi. C'est-à-dire que là, quand vous avez le compte à rebours, donc c'est peut-être effectivement... Vous voyez, le problème, c'est que quand vous allez dire on met 35 milliards, enfin c'était 40 milliards même, ce que demandait Cédric, hein, mais sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs qui était rien, en fait, même on disait c'est pas beaucoup, là c'était peut-être difficile ou la pédagogie n'était pas faite pour dire on est en train d'inventer le système qui va sauver la planète. C'est-à-dire que sauver la planète aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que moi je suis contre transition, machin, etc. Parce qu'au fond, on a mis les gens dans finalement un couloir assez confortable. En disant tu tries tes déchets, on décarbone, ça y est, c'est bon, quoi. Et donc l'intelligence artificielle, non, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça mange de l'énergie. D'ailleurs, c'est la première chose que vont vous dire les gens. Ils vont dire, bah oui, mais non, mais c'est pas bon en fait ça. Je me demande vraiment si ça a que des côtés positifs. Non, on est en train d'inventer un nouveau modèle avec un certain nombre d'éléments, et notamment sur le fait que l'on doit ne plus consommer d'énergie sans que ce soit punitif. Et donc là, on est typiquement dans quelque chose qui va représenter ce type de problème. Et à ce moment-là, peut-être qu'on comprend mieux pourquoi on dit alors on va basculer très très vite sur ce type d'investissement. Là, pour le coup, c'est vrai que les historiens économiques sont très intéressants pour ça. Parce qu'on voit dans les grandes ruptures du passé comment, en fait, la population a pu accepter que, par exemple, on décide de se projeter dans le futur de façon absolue. Vous voyez, quand on va sur le rail, par exemple, dans ce pays, la première explication, c'est que le rail va permettre d'amener vite les troupes aux frontières. C'est un truc horrible, hein, mais enfin, c'était ça, en disant, mais on va se défendre super vite comme ça. Alors les gens disent, ah oui, super. Puis en plus, je peux aller de Saint-Germain à Paris, c'est formidable. Hein, donc, mais, vous voyez, mais c'est souvent, effectivement, des fausses bonnes raisons qu'on va donner. Parce que souvent, d'ailleurs, on dit mais les gens ne peuvent pas comprendre. C'est aussi ça, hein, c'est en disant, oui, mais ça va trop déstabiliser. Alors, effectivement, quand vous êtes très riche, vous pouvez avoir la crainte de déstabiliser des gens qui vont dire « mais je risque de perdre là-dedans ». Il est évident que quand vous êtes aujourd'hui en Afrique, vraie grande question en disant « l'Afrique doit basculer au plus vite dans le défi d'une nouvelle économie ». C'est-à-dire, nous, j'ai fait partie de la commission Juppé-Rocard, je connaissais bien Michel Rocard, en disant ce qu'on doit faire, nous, Européens, en urgence, c'est créer d'énormes écoles mathématiques en Afrique. C'est ça qu'il faut faire pour demain. Ça, c'est primordial. Je dirais, c'est, si vous voulez, la voie qu'a emprunté l'Inde en disant nous, on ne va pas rattraper la Chine sur l'industrie. En revanche, sur les maths, le codage, là, on peut y aller. On a des jeunes, on a du monde. Donc, il faut faire ça. Là, par exemple, en Afrique, ils ne vont pas avoir de problème en disant OK, on comprend, donc on met tout l'argent là. Nous, c'est vrai qu'on va dire ah ouais, mais quand même, la SNCF, quoi. Hein, et donc là, vous allez avoir le problème, effectivement, de faire comprendre que 2000 milliards, c'est pas beaucoup, alors que ça semble beaucoup. Mais non, regarde ton épargne, regarde ta capacité d'investissement, regarde à la limite ce que font les autres, tu es très, très en dessous. Et là, tu es en train de dire, ah oui, mais on ne peut pas quand même sacrifier Bayer ou Renault, quoi. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et je vous dis vraiment, je crois que là, quand on est dans des ruptures technologiques, après coup, vous voyez que c'est évident. Mais quand vous arrivez d'un moment où il n'y a pas eu de rupture, vous voyez que c'est ça le plus dur, en fait. C'est pour ça que je terminais là-dessus, en disant c'est une mentalité qu'il va falloir changer.
Et vous, ici, c'est pour ça que la journée ce matin, j'avais dit à Angélique, je vous préviens, Angélique, je vais les secouer. Je veux secouer les choses parce que ça me semble super que vous fassiez cette journée. Et en même temps, à mon avis, le gros danger, c'est ronronner, quoi. Dire qu'est-ce qu'on est bon, oh là là, c'est super, en fait. Oh, on ressemble à ce qu'il faut faire. On est dans le peloton, mais on va monter. Non, tu y es pas, quoi. C'est super que tu sois sensibilisé, mais tout ce que tu fais, c'est de la tête d'épingle. Et tu vas pouvoir faire beaucoup plus. Tu peux y aller très, très vite. Et là, toi, tu es quelqu'un qui a la capacité, justement, de lancer des projets. Je sais qu'il y a des lancements de start-up, des lancements d'entreprises. Super. Elles sont géniales. On en a parlé plein de projets. Maintenant, ton boulot, tu vas regarder cet après-midi ce social network, même si tu l'as déjà vu, tu regardes. Parce qu'en fait, ton truc, c'est maintenant lever 1 milliard à toute vitesse. L'histoire de Social Network, qui est un vrai film hollywoodien, qui est vraiment un film, c'est pas du tout un TD de finance. L'histoire, c'est une histoire de perte de la jeunesse, de perte de l'amitié, enfin un truc une très belle histoire humaine entre 6 actionnaires, dont Zuckerberg, le patron de Facebook, et un d'entre eux qui va être éliminé du système, qui est qui ? Qui est le financier. C'est-à-dire, vous avez, en plus, moi, c'est des gens que j'ai rencontrés à New York, notamment, Carl Icahn, qu'on voit dans le film, qui est un type abominable, etc., un activiste, enfin, en plus, qui se donne vraiment l'apparence, qui est tout le temps habillé en noir, qui rentre dans les boîtes, qui vire les actionnaires, qui est considéré comme un personnage épouvantable. On le voit dans le film. Il va voir Zuckerberg dans un cocktail en lui disant « C'est top ton truc, mais vous allez vous casser la gueule ». T'as un nul aux finances. C'est mon pote et tout. Non, mais il est nul. Mais, il lui dit, soit tu le vires, soit t'es mort. Et l'histoire du film, c'est qu'il le vire. Et qu'effectivement, là, tout d'un coup, Facebook va prendre son envol. C'est-à-dire qu'on est bien dans ce qui était normalement la raison pour laquelle vous m'avez fait venir, donc je le rappelle, c'était le fait que, en fait, quand vous avez les bonnes idées, après, la vraie question et le truc sur lequel vous devez vous mettre, c'est aller chercher de l'argent. Et pas un peu, pas des subventions, quoi. Et malheureusement, effectivement, très très souvent aujourd'hui, quand vous avez besoin de chercher beaucoup d'argent très très vite, vous allez chercher aux États-Unis ou en Asie. Alors, excusez-moi Philippe, je vous interromps, on a encore 2 ou 3 questions. Et on regardera Social Network cet après-midi, je pense. Alors, il y a une question. Après la visite. Alors, il y a une question et ensuite on reviendra sur les questions du chat. On en prendra encore 1 ou 2 et après on va conclure. Bonjour, Pierre-Édouard Delacour, HEI 2012. Alors, vous avez répondu partiellement à ma question avec la précédente question. J'avais 2 remarques et j'aurais aimé avoir votre avis. Le premier, c'était, vous avez beaucoup parlé de l'espérance de vie, qui est en fait comme un marqueur clé dans le raisonnement sociétal. Aujourd'hui, est-ce que l'espérance de vie n'est pas peut-être préférable d'être réduite dans nos sociétés occidentales pour privilégier les autres ? C'est difficile à accepter pour nos sociétés. Et la deuxième chose, c'est que l'informatique, les mathématiques sont liées. On est sur des populations qui sont vieillissantes d'un point de vue occidental. Comment on va amener ces populations qui sont à des âges avancés, qui doivent se transformer sur ces nouveaux métiers? Donc investir en fait aujourd'hui, nous, pour des personnes qui sont en fin de carrière, quel est l'intérêt pour nous? C'est quoi ton prénom, votre prénom? Pierre-Édouard. Pierre-Édouard. Merci. Alors on va reprendre le micro. Voilà. Un principe absolu, à mon avis, dans l'idée nouveau modèle. Et là, toujours pareil, pour que ça parle aux gens. Mais je pense que vous voyez, c'est quasiment un principe moral. C'est qu'on ne doit pas être dans la régression. Mais jamais, quoi. À aucun moment, il ne faut pas dire, ah bah oui, la seule solution, c'est qu'on perde en espérance de vie. On ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça à une maman qui a son bébé, ah bah oui, mais tu sais, c'est normal qu'il meure plus vite comme avant, tu sais, c'est normal. Non, tu ne peux pas dire. D'ailleurs, tu ne pourras pas le faire. Tu vas devoir évidemment proposer tout le progrès possible si le bébé est malade, parce que tu as envie qu'il vive, et que c'est normal, et que l'humanité, elle est faite comme ça. Donc tu ne peux pas être dans la logique de régression, mais tu dois être dans la logique d'égalité beaucoup plus forte. C'est 85 ans pour tout le monde. Et il n'y a pas là de concession possible. Tu ne peux pas dire parce que tu es né au Nigeria ou parce que tu es né au fin fond de l'Asie, tu n'as pas de chance, tu ne vivras pas 85 ans. Tu dois dire l'objectif, c'est ça. Et c'est faisable. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose... Toujours pareil. Vous voyez, je crois vraiment à quel point on doit voir à quel point notre modèle aujourd'hui, il est complètement inadapté à notre civilisation. C'est pas Philippe Dessertine que vous avez, c'est Thomas Pesquet devant. Donc il ne peut pas être là, désolé, mais commandant de bord, attention quand même. Donc Thomas Pesquet, il vous raconte quoi? Il vous raconte que la nuit, quand il survole la Terre, il voit que du noir. Il voit de l'océan et du désert. Jamais l'humanité n'a été aussi nombreuse sur Terre
jamais elle a occupé aussi peu d'espace terrestre pour vivre. Et jamais elle a autant déréglé la planète pour fonctionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un problème de module, ton truc ne marche pas, quoi. Ça veut dire que là, on est dans quelque chose sur lequel il faut remettre le truc à plat, c'est le cas de le dire, en disant non, là, on est parti sur des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc on a un objectif ultra rapide de remettre tout le monde, et je répète, les ODD, il n'y a pas que l'ODD climatique. Les ODD, il y en a énormément qui en fait tournent autour du déséquilibre, de l'inégalité fondamentale sur cette planète entre les riches et les pauvres. Et en disant, là, on ne doit pas traiter simplement la question chez nous, on doit la traiter parce que nous sommes les riches, on doit la traiter d'abord vers les pays pauvres, d'abord. Et donc là, avec cet objectif absolu et ce marqueur absolument certain. Et là, je répète bien, moi je me bagarre contre ça quand on est avec « Ah ouais, mais il faut prendre des indicateurs du bonheur, du machin. » Non, attends. D'abord, tu mets tout le monde à 85 ans et après, tu vas pouvoir regarder le bonheur. Le reste, c'est bullshit. Et toi, tu as un gamin et tu es dans un endroit où les gamins meurent parce qu'il n'y a pas de protection sociale ou de médicale. Le bonheur, tu n'en as rien à faire. Tu veux de la protection médicale. Et c'est normal et c'est humain. Donc, je crois qu'aucune concession à la régression. Parce que ce n'est pas audible. Et ce n'est pas l'esprit de l'humanité, ce n'est pas l'esprit humaniste. L'esprit humaniste, c'est que tu ne régresses pas pour le bien. Parce que là, effectivement, tu rentres dans les pires moments de l'humanité. Quand tu vas dire non, mais c'est normal que vous mouriez parce que c'est bien pour tout le monde, là, tu es très, très, très proche d'un moment où tu risques d'avoir aussi des confiscations de liberté. Donc ça, c'est clair. Donc, pas de concession là-dessus, c'est amélioration pour tout le monde. Mais deux, effectivement, ça veut dire que tu dois proposer ultra vite le modèle de demain, notamment aux pays pauvres. Et ce qu'on me disait, comme tu dis, sur l'Afrique, moi je suis beaucoup sur l'Afrique, j'ai mon institut de haute finance, on le développe sur les projets d'investissement, et notamment en matière agricole. Non, c'est pas faire de l'agriculture à l'ancienne. Je crois que ce qui était prévu aussi, d'ailleurs, éventuellement, c'était sur tout ce qui était, je dirais, qui est intéressant, la façon dont on va essayer de lever des fonds, oui. Avec du financement participatif, etc. Oui, mais attends, tu vas avoir, à la fin du siècle, 5 milliards d'Africains, quoi. Le problème, c'est que tu vas leur donner à bouffer de façon correcte pour qu'ils vivent 85 ans. Et ça, c'est pas avec du machin qui te fait plaisir, que tu trouves poétique en disant on aide les dames qui sont dans les villages pour essayer. Ok, là, tu peux avoir des trucs immédiats pour essayer de réparer certaines choses qui vont pas. Mais c'est pas ça le plan ambitieux. Le plan ambitieux, c'est de dire l'un des endroits où tu as le plus d'avancées technologiques, et ça, c'est le truc génial que vous allez avoir ici avec Rameau, c'est dans l'agriculture, c'est autour de l'agroalimentaire, et ça tombe bien parce qu'il faut nourrir les gens. Donc là, c'est un enjeu absolument colossal dans lequel tu dois mettre des investissements absolument colossaux, mais tu dois les mettre partout. Et tu dois former les gens partout. Tu ne dois pas dire aux paysans africains « Oui, mais il faut que tu restes comme avant ». Non, tu vas rentrer dans une modernité du 22e siècle. Et tu dois former. Et je vous assure que quand vous avez ce langage-là en Afrique, les Africains, ils attendent que ça. Ils sont prêts à la modernité absolue. Ils savent bien que le système, le modèle d'avant, il n'est pas bon, et ils sont prêts à inventer avec nous un modèle différent. Moi, vraiment sur les trucs agricoles et sur les problématiques de représentation d'impact et de financement à côté de ça, au mois de juillet, on fait une grande présentation avec justement beaucoup d'Africains, aussi bien agronomes que responsables politiques. Et là, on était, mais les horribles colonialistes, quoi. On va vous expliquer ce qu'on est en train de faire, ce serait bien que vous appliquiez. Puis ils commencent à nous dire ce qu'ils faisaient. On se rend compte qu'en fait, ils étaient bien plus en avant que nous sur plein d'éléments. Ils étaient déjà sur les questions d'impact. Le truc, en fait, dont ils avaient besoin, pourquoi ils venaient discuter en disant comment on va attirer les capitaux grâce à ça. Bien sûr. Et on se rend compte qu'en réalité, ils se projetaient complètement dans des logiques en disant comment on va remonter de la data, comment l'exploitant qui est peut-être analphabète, etc., mais qui a un téléphone portable et qui peut très bien remonter de la data avec des photos, etc., comment faire pour que tout ça permette d'avoir éventuellement des fonds beaucoup plus importants qui vont venir dans de l'équipement et qui pourra, par exemple, gérer des problèmes d'irrigation, gérer des problèmes de choix de culture, de choix de semences, etc. Et là, nous, on était là, on va vous expliquer demain comment il faut faire. Il dit, non, nous, on veut juste savoir comment on va faire venir l'argent. Expliquez-nous le modèle. Et là, on dit, ah oui, en fait, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, non, c'est pas leur dire, débrouille-toi. C'est dire, ah oui, en fait, il faut qu'on travaille ensemble parce que vous êtes avec des problématiques comme les nôtres et en fait, on a le même problème que vous. C'est pas pareil. Je crois que là, il y a vraiment cette idée-là, vous voyez, qui doit être cette idée de dire, on y va sur des trucs de masse, quoi. Sur des trucs absolument énormes, parce qu'on est dans les pays riches, on n'a pas d'autre choix en termes de responsabilité. On ne peut pas se permettre de dire, on va se refermer chez nous.
Même si l'île, c'est très beau, même si l'université est magnifique, même si le projet est génial. Alors, on va prendre une dernière question, parce que là, on va déborder, on a une conclusion. Alors, on l'avait dit, c'était passionnant, ce que votre expérience, etc., est vraiment très riche. Donc après, on pourra encore discuter pendant le cocktail. Néanmoins, on a eu des questions sur le chat, donc Angélique va nous poser une dernière question. On va essayer de faire une réponse un petit peu plus courte, Philippe, peut-être. J'ai entendu, j'ai compris, voilà. j'ai compris. Bon. Elle est bien, Anne, parce qu'elle est très diplomate. Tout petit peu plus courte. Un tout petit peu plus courte, voilà. En tout cas, ou alors, en tout cas, sur le chat, ils remercient énormément la présentation claire et extrêmement enrichissante qu'ils ont eue. J'ai une question de Jean-Paul Matrias, excusez-moi, qui dit Philippe nous parle d'un modèle. Diplômé quelle année? Il ne l'a pas dit. Il n'a pas précisé. 86, il a des copains dans la salle. Philippe nous parle d'un modèle unique pour les 10 milliards d'habitants, mais les pays développés consommeront plutôt des services et les pays moins développés des produits, point d'interrogation. Non, oui, alors, vous voyez, quand on est en train de parler de l'humanité qui vieillit, c'est pas que l'humanité est riche, quoi. Enfin, ou plus exactement, quand vous vieillissez, ça veut dire que vous devenez riche. Donc là, Occident, il faut faire attention, Occident, pays riche, plus vous êtes effectivement avec... je dirais, un enrichissement de la population. Enfin, vous voyez, vraiment peut-être très très rapidement et schématiquement, la pauvreté absolue, c'est 1,91 $ par jour pour vivre. 1,91 $, c'est super précis. Pourquoi? Parce que 1,93 $, vous gagnez 15 ans d'espérance de vie. C'est simple, hein, c'est-à-dire, vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on mesure, quoi. C'est sur la bascule de l'espérance de vie. Hein. Donc, oui, bien sûr, quand vous avez une humanité jeune, elle va être beaucoup plus, évidemment, active sur un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement où elle a besoin, quand vous avez beaucoup de bébés, ce qu'on disait, vous avez besoin de beaucoup de produits physiques pour le développement du bébé. Mais néanmoins, même cette humanité jeune, s'enrichissant très très vite, elle a à gérer aussi, je dirais sa part d'humanité vieillissante. Et donc là, c'est une tendance générale sur le monde. Je rappelle vraiment, d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire on est déjà dans la 3e décennie du 21e siècle, l'Asie va très très vite être dans un problème de vieillissement. Alors qu'aujourd'hui, c'est eux qui, on pourrait dire, 4,5 milliards, c'est eux qui ont le dynamisme, etc. Oui. Mais en réalité, ils sont déjà en train de basculer, ce qui est le cas de la Chine. L'Inde moins, mais ça va arriver d'ici la fin du siècle aussi. Donc là, on est sur des bascules rapides, et tant mieux. Merci. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Alors, bien évidemment, on pourra continuer à échanger avec Philippe à l'occasion du cocktail. Je vais laisser avec beaucoup de plaisir la parole à Marie Grosso, maintenant, qui est copilote de cette 7e édition. Et je vais la laisser donc conclure avec brio cette matinée. Merci à tous. Alors, il y a le micro. Ouais, voilà. C'est bon, ouais. Nous sommes prudents. Bonjour à tous, Marie Grosso, HEI 2004. Je suis ravie de vous avoir accueillis aujourd'hui. Engagée à titre personnel et professionnel sur ces sujets de prise en compte des enjeux environnementaux, je suis ravie d'avoir apporté et porté avec l'équipe de Junia Alumni cette thématique au sein de l'école. Je remercie l'école de nous avoir fait confiance. C'est un challenge, c'est un sujet qui n'est pas forcément encore très traité, mais qui a eu une envolée médiatique, notamment cet été et l'année dernière avec le Covid phénoménal. Et on y est, mais c'est que le début. On a bien compris, Monsieur de Sertine. Ce n'est que le début, tout est à faire. La chance est auprès de ceux qui ont 20 ans, vous avez bien noté ça. Donc on est au tout début de la démarche. Maintenant, j'ai le gros challenge de penser à remercier toutes les personnes qui ont concouru à l'organisation de la journée et à son déroulement. Je vais essayer d'être le plus exhaustive possible. À tous les organisateurs, l'école, Thierry Ocre, Frédéric Motte, qui est venu nous parler au nom de Rêve 3, toutes les personnes qui ont pris la parole, animé les ateliers, les personnes aussi au sein des associations étudiantes, Déclic, Saturne, Commission Réseau, qui ont été et qui sont encore à la manœuvre sur toute cette organisation de journée. Merci beaucoup à tous.
Et merci à Philippe de Sertine pour cette intervention pleine d'enthousiasme, hyper optimiste, hyper motivante. J'espère que ça a répondu aux attentes. J'ai trouvé ça personnellement passionnant. J'espère que vous aussi, que ça vous donne beaucoup d'envie, que ça vous fait pousser des ailes sur ces thématiques-là. Voyons grand, voyons immense. Faisons les choses pas en demi-mesure. Il y a beaucoup de sujets à traiter et les choses n'attendront pas. On n'a pas énormément de temps devant nous, donc il est temps d'arrêter de faire les choses en tout petit. Pour continuer tout ça, on engage le club de la transition énergétique et écologique, et j'ai bien noté qu'on allait en changer le nom pour en faire quelque chose de plus franc, plus dans la rupture, plus dans le basculement, moins en demi-mesure. Donc je vous invite à aller regarder un peu ce qu'on va vous proposer très prochainement sur ces thématiques-là. Le but, c'est d'en faire quelque chose de transversal. On n'a pas dans l'idée de s'adresser à certains types de métiers, à certains types d'ingénieurs, à certains types de managers, mais d'aller chercher les curieux, d'aller chercher ceux qui ont envie de participer à ces thématiques et d'y apporter les connaissances, les compétences, les savoir-être qu'ils ont à leur niveau. Donc je vous invite à regarder ça. Alumni for the Planet, c'est aussi une thématique. On va essayer de proposer on va pas essayer, on va le faire, proposer des événements conjointement avec cette dynamique nationale qui est en train de se déployer fortement au niveau des associations alumni des écoles du supérieur. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je vous invite, pour conclure, à noter tout de suite dans vos agendas la date du 8 octobre 2022, parce qu'il n'y aura pas de Covid, on se verra tous en présentiel et également en ligne pour toutes les personnes qui ne se déplaceront pas, mais on refera un Junia Alumni Day qui fédérera, j'espère, toujours plus de personnes. Merci Anne, merci pour toute cette organisation et je vous propose de continuer sur le cocktail et de poursuivre les échanges. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, merci à tous. Et puis, comme le dit Philippe de Sertine, voyons en XXXXL. Au revoir.